T'étais pressé de casser des gueules dans la cage ou c'était quoi? Ouais, quelque part, ouais. Je peux pas vivre sans la bagarre, c'est vraiment ce qui fait battre mon petit cœur. Non, concrètement, t'as un taf de merde, donc t'es obligé d'avoir des collègues de ouf et manger des KO à la salle. Ah ouais, c'était à Groslay donc. Ouais, c'était à Groslay. D'accord, il mérite le nom en fait. C'est très bien. Je m'entraînais, en fait, tous les soirs, je m'entraînais avec un taille qui m'avait pris sous son aile, qui me tenait les PAO et compagnie, machin. Donc... Ah, ok, d'accord. En fait, je sais pas me battre. J'ai peut-être la force, tout ce que tu veux, mais je sais pas me battre en fait. L'inspiration, c'est les femmes fortes de mon quotidien, tu vois. Le combat, il est pas que dans la cage, hein. Les combats les plus difficiles, ils sont dans la vie. Juste à laisser ta fierté, ton ego, machin, là, dans la cage, enfermé, pareil, clac, clac. Ça fait un putain de camp où t'as saigné, t'as pleuré. Les combattantes seront mieux considérées, qu'elles auront pas besoin de faire leur Instagram et des OnlyFans et des mailles, je sais pas quoi, mimes, machin, montrer leur boule pour faire du follower et des vues. Mais ouais, non, mais ouais, bah, oui, forcément, t'es pas contre, hein, bah oui. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't draw the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't draw the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah, I need it now, told him on the lay. I've been moving dog, yeah, I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience. Bienvenue sur Gong. Et pour cette édition, je reçois Nora Cornol. Bonjour Fred, merci de me recevoir. Et Murphy. Yes. Murphy, c'est un surnom déjà, non? Non, c'est mon prénom. Ah merde. Ouais, déjà, ça commence bien. Je te jure. Non, ouais, c'est. Alors, c'est quoi ton nom entier? Balamé. Murphy Balamé. Non, dis un entier. Hein? Entièrement entier. Dis un entier, dis vient entièrement. peut-être de On va commencer, commencer, voilà. on rentre dans le sujet. Non, en fait, donc je m'appelle Murphy Balamé Poutou. Ouais. Je préfère qu'on m'appelle Murphy Balamé, c'est plus court. Il n'en manque pas un. Voilà. Non. Non, je crois qu'il lâchera pas. Voilà, donc Murphy. Je le mettrai, je vais le chercher, je vais le mettre en synthé, en carton, T'inquiète, d'image. ça va pas te Il y défaire. a la post-prod, hein, c'est pas fait pour les chiens. Ah, vous êtes dur. Bon alors, qu'est-ce que vous venez faire sur Gong? Vous avez quoi à vendre ici? Nora, non, je plaisante. Nora, toi, tu viens de faire un gros combat là à l'Hexagone, MMA 6. Exact. Bah, tu as affronté une Brésilienne Ouais. et ça monte ton palmarès à 4-1, Exact. ce qui commence à être pas mal, carrément pas mal. Raconte-nous déjà comment ça s'est passé ce combat, comment ça s'est, tu vois, là pour rester un peu dans l'actu. Pour rester un peu dans l'actu, toujours. Ouais, donc contre Priscilla de Souza, qui avait 22 combats à son actif quand même. Donc bon, après, au niveau du résultat, enfin du record, c'était 12-10. N'empêche que voilà, elle avait affronté de grosses clientes, voilà, elle est passée par de grosses C'est un gros orgas. background et c'est une ancienne championne de judo, je crois, non? Ouais, elle est ceinture nord de judo et ceinture nord de jiu-jitsu brésilien. Ah, je suis aussi, ouais. Donc ouais, voilà, pas rien. Et ce qui est intéressant et ce dont je suis toujours très fière, bon pas fière pour l'arbitrage, mais je vais placer mon petit juge sur lequel elle avait bien tapé au final. Et ouais, il y a eu un moment de doute quand j'ai revu la vidéo où ils se sont dit on arrête. Mais non, bah voilà, c'est pas grave. Bah, j'ai terminé le combat en ground and pound, c'était donc début de deuxième reprise, enfin moitié de deuxième reprise. Mais ouais, après dans l'ensemble. Tu lui as placé une projection aussi? Ouais, que je mettrai d'ailleurs à l'image en intro. Ouais, j'étais fière de cette projection parce que figure-toi que encore quelques jours avant le combat, Redouane disait à Mathieu ouais bon tu feras gaffe, il y a une projection qui défend pas si bien finalement alors que c'est un truc qu'on fait aussi en Muay Thai, tu vois. Et tu sais que je me suis même pas senti lui passer en fait. C'est quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit oh mais c'est joli, c'est pas mal ça, c'est hein, on tient quelque chose. Donc ouais, et puis bah du coup après pareil hein, quand je l'ai maintenu au sol, finalement, l'arroseur arrosé, j'ai envie de te dire, vu que position de judoka, et puis quand j'ai commencé à lui mettre les petits parpaings d'amour, bah, elle n'arrivait pas tellement à sortir. Je l'ai pris en crucifix, position que je commence particulièrement à affectionner. Et ouais, et puis bah, elle n'a pas pu imposer son truc. Je pense qu'en face, elle ne s'attendait pas à ça. Ouais, ça tendait à une strikeuse plus unidimensionnelle, je pense, non?
Je pense. Parce qu'elle a cassé la distance tout de suite, elle a rushé sur toi, elle a essayé de… Ouais. Ouais, et même en termes de défense et de retour de force, je pense pas qu'elle s'attendait spécialement à ça. Peut-être qu'elle s'est dit que venant du Muay Thai, j'avais pas forcément que j'étais pas plus physique que ça, que c'est plus quelque chose qu'on associe effectivement au sport où tu es vraiment ancré dans le sol, type le judo, ce qu'elle fait, type la lutte et tout. Mais au final, voilà, hein, ça travaille, donc il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, n'est-ce pas? Surtout quand l'ours s'appelle Nora. Et parce que toi, alors déjà pour expliquer un peu les choses, tu viens de la boxe thaï et tu t'es mis au MMA il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça, ouais, il y a 2 ans. 2 ans, j'ai rejoint l'AFFA en décembre 2020. Free Fight Academy, donc de Mathieu Nicourt, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Exactement. Et j'ai fait mon premier combat en juillet 2021. Mais après, j'avais un peu tâté. Après combien de temps d'entraînement réellement? Réellement. Plutôt quelques mois qu'un an, on est d'accord? Ouais, non, c'est vrai, non, mais complètement, ouais. complètement, Voilà. complètement. Et puis, donc t'es rentré, bille en tête dans le MMA en fait. Ouais, et puis contre. T'étais pressé de casser des gueules dans la cage ou c'était quoi? Ouais, quelque part, ouais, du boum les choses. Puis c'était aussi un contexte assez particulier parce que, juillet 2021, mon dernier combat, du coup en Muay, il est remonté genre à. Même très exactement, je crois, au 28 juin 2019. Donc ça faisait un bout. Ouais. J'étais en break à cause de différents soucis perso et notamment de la santé, donc tu peux rien y faire. Juste voilà. Et j'avais vraiment à cœur, c'est vraiment ce qui m'anime, tu vois, le combat. Je peux pas vivre sans la bagarre, c'est vraiment ce qui fait battre mon petit cœur. En vrai, je suis une douce. En vrai, il faut aller chercher bien au fond. Ouais, faut creuser. Hein. Ça balance, c'est très bien. Celle qui a commencé dès le départ, là, ça y est là. Vas-y, on va stacker, t'inquiète, on a du temps. T'as une grosse carrière, donc en Muay Thai, mais en pro, hein, je précise, parce que en pro, mais en amateur aussi, parce que tu continues à faire les deux peu de temps avant. Exactement, ouais. Non, mais et maintenant, il y a peu encore. Ouais, exactement. En fait, si tu veux, toute ma première saison, ma saison de reprise, en fait, c'était donc lors du FFA 2 que j'ai fait mon premier combat de MMA, donc anciennement l'orga de Mathieu Nicourt, en fait, donc qui a été racheté là, notamment par Hexagone, et c'est pour ça qu'ils bossent et collaborent ensemble. J'ai repris ma saison vers le mois de septembre, donc j'ai recommencé à faire les stages avec l'équipe de France de Muay, donc la FFKMDA. Et en fait, si tu veux, j'ai fait une saison de chacal, en fait, parce que j'ai fait 5 sorties internationales donc avec l'équipe de France, et j'ai fait, donc du coup, en comptant le premier, j'ai fait 3 combats de MMA. Donc j'ai alterné les deux, je t'avoue que c'était hyper compliqué. En fait, finalement, j'étais tout le temps en compétition. Et tu vois, enfin, tu parles de carrière amateur, mais finalement, elle a même pris encore plus de place sur le temps où j'ai repris la compétition parce que du coup les championnats du monde, les championnats d'Europe, c'est considéré comme format amateur vu que tu as les protections. Parce que amateur, du coup, il y a souvent l'espèce d'amalgame, mais c'est pas forcément ce qu'on croit, c'est en fonction du format et tout. Et sur ces compétitions-là, tu rencontres que des pros, c'est les compétitions IFMA, et pour ceux qui connaissent, le niveau il est super élevé, tu vois. Ouais. Donc après je suis pas peu fier des résultats que j'ai faits, dans le sens où la première sortie internationale, ça a été ce que j'appellerais moi un fiasco, même si je vais un peu loin dans… J'ai fait ma première sortie avec l'équipe de kickboxing, en fait, format auquel j'étais pas habituée, donc la WACO. Je me suis inclinée en quart de finale, mais puis après j'ai fait finalement mes premiers championnats du monde IFMA. J'ai ramené la médaille de bronze, puis j'ai enchaîné, j'ai fait championne d'Europe. Il y a eu de nouveau des championnats du monde, j'ai ramené l'argent. Et puis finalement, j'ai pu me qualifier pour les World Games, chose que j'essayais de faire depuis 2019. Donc les World Games, pour ceux qui ne savent pas, c'est les Jeux Olympiques des sports non olympiques, en fait. Et pareil, j'ai ramené la médaille d'argent. Je suis bien contente parce que finalement, ça fait de moi aussi la première française à ramener une médaille des World Games en Muay Thai, quoi. C'est classe. Ouais. Et je pensais juste à un truc que j'ai pas dit en ouverture, mais quand même, Nora est la première invitée, on va dire féminine, de Gong.
C'est vrai? Donc, ouais, Gang a été un peu misogyne jusqu'à maintenant. On va... bravo. Allez, hop là. Comment... On ouais, va ouais. régler ça? Il y a la brigade qui risque de nous tomber dessus, donc là, on va faire un peu de féminin. On va Très bien. Ouais. Très bon choix de première invitée. Peut-être pas la plus féminine que vous aurez. C'est comme ça qu'on fait la transition. Du coup. C'est ça, bah justement. On va parler un peu de Murphy. Alors toi, rien à voir au départ, quoique aussi, parce que tu as fait du football américain et du basket, hein, c'est ça? Je suis basket à l'origine? Ouais. de base, ouais. Et là, alors tu as quel age et pourquoi tu es venu toi aussi pour faire du carnage dans la cage? Bah, là, j'ai 29 ans. Pourquoi je suis venu faire du carnage dans la cage? En fait, j'ai toujours été attiré par les sports de combat à la base. Depuis toujours, mais bon, comme j'ai des parents, bah, je pouvais pas. J'étais un enfant très turbulent de base. Je me battais tout le temps au quartier, à l'école, tout ça. Et après, j'ai fait du judo quand j'étais petit. Et c'était un carnage aussi. Ouais. Du coup, ouais, on avait parlé de trop violent. Judo, trop, c'est ça exactement. Trop saignant pour le judo. Ouais. Donc on a arrêté. On a dit stop. Ouais, donc voilà. Et après, donc, du coup, j'ai fait d'autres sports. Donc, je suis passé par le foot, après le basket. Ah, le foot à la française, enfin classique, à l'européenne? Ouais, d'accord, oui. Soccer et... Mais ça aussi, pas assez violent. Bon. Ouais, c'est ça. Pas des bons tacs dans les tibias, non, c'était toujours pas assez. Non, je joue en attaque, donc ça va, je taclais pas moi. Ouais, donc voilà quoi. Ouais. J'ai préféré faire des sports co pour le bien des autres. Et encore. Donc voilà. Et après, voilà, donc j'ai commencé le MMA l'année dernière. Je suis désolé, je ne suis pas aussi précis qu'elle avec les dates. On dirait qu'elle a un calepin. Alors le 29 février 2000. Mais ça, c'est féminin. Ouais, ça, c'est voilà. Non, mais c'est que tu vois, moi, je suis marquée par les événements. Tu vois, moi aussi. On n'a pas la même carte mémoire, je crois. Ouais, donc moi depuis l'année dernière, donc du coup, MMA, j'ai kiffé de fou. Mais le déclic, c'était quoi? Je sais plus si on en avait parlé déjà. Parce qu'il y a alors pour dire, on voit déjà nos deux invités là sur un sujet que j'avais fait sur la FFA, que vous pouvez aller voir, donc vous pouvez aller les voir un peu plus en action. Ouais. Voilà. Oui, il dit que je lui fais la misère, que je lui casse la gueule. Mais c'est drôle, c'est grand, c'est lourd, tu peux taper dedans, c'est ça. C'est ça le problème. La cible est voilà, balèze. Là, ça invite à frapper. Elle frappe vraiment fort, donc c'est pas très drôle. Voilà, comme c'est la pépite de la salle, on peut pas trouver si il faut quelques coups, on regarde si Mathieu regarde pas. Comme quand tu tapes ta petite sœur en scrap des parents, c'est la même chose. Exactement. Alors le déclic, après, donc c'était, tu avais déjà 28-29 ans, quand tu as fait le premier pas, déjà pourquoi tu t'es retrouvé là-bas et pourquoi tu as eu ce déclic là, enfin de... Ouais, vraiment, j'insiste sur cette question. Pourquoi tu t'es retrouvé là-bas? Parce qu'après, ça va nous amener à une anecdote. Ouais, pourquoi tu t'es retrouvé là-bas? Je sais pas, du coup, par rapport au football américain, ça s'est pas passé comme je le souhaitais, par rapport à une opportunité que j'ai eue. Donc j'ai décidé d'arrêter. Ouais. Et j'étais là et j'ai suivi. Totalement, c'est-à-dire tu pratiques. Parce que c'est spécial un sport comme le football américain. Franchement, ouais. Si tu vois, tu peux pas pratiquer trop en loisir ou surtout en France. Quoi. En plus, c'est le même problème. Enfin, même problème. Là, je pense en termes de Muay Thai, c'est que tu n'as pas la reconnaissance qu'il faut et tout, tu vois. Et c'est quand même un sport vachement impactant. Même si dit pour le bien des autres, autant le basket que le foot US, c'est vachement violent. Enfin, non, je veux dire, ça reste un sport d'opposition où c'est de l'opposition que tu as en face de toi, tu vois. Et autant, le basket, j'en ai fait longtemps, donc ça peut vite dégénérer en bagarre quand on est turbulent. Mais le foot US, pour le coup, je veux dire, c'est quand même pas rien, quoi. Je veux dire, tu te manges des impacts et des chocs et je veux dire, derrière, si t'as pas de suivi ou de reconnaissance et tout, en fait, c'est même combat, ouais, voilà, c'est en vrai, c'est... Hyper bien résumé. Je te remercie. On va laisser parler, en fait. Je sais pas si on va rester quand même. Il y a du café, de la bière et non, mais quand je suis animée, je suis animée. Je suis passionnée par le sujet. Excusez-moi, je me tais. Continuez, poursuivez, monsieur Balamé. Ah oui, ça s'est pas passé comme tu voulais. Ça s'est pas passé comme je voulais, j'ai pas su saisir une certaine opportunité, donc après je me revoyais mal revenir en France ou partir en Allemagne comme les autres collègues font, quoi que ce soit. Parce que t'étais où? T'étais aux États-Unis? T'étais à ce moment-là? Non, revenir en France? J'étais en France, ouais. J'étais en France. J'ai même pas envie d'en parler. J'ai encore là. Ah ouais, c'est vrai. Ça fait mal. Surtout que moi, le foot, j'ai commencé tard. Ouais. Et c'était à quel âge? Oh là là, moi j'ai un problème avec les dates. J'ai commencé le foot US, j'avais quel âge? T'étais déjà majeur ou Oui, j'ai commencé tard. J'ai commencé tard le foot US, j'ai commencé à 25-26 ans.
D'accord, ouais. Ouais, Mais avant, tu faisais quoi? Et avant, par contre, j'étais basketteur. Ah, c'est ça, c'était le Ouais, basket ouais, avant, hein, d'accord. voilà. Ouais. Basketteur, par contre, ouais, j'ai commencé depuis. J'ai commencé tard aussi d'ailleurs pour un basketteur, mais j'ai commencé à 17 ans, Ouais. 16 ans. Mmh. Et j'ai eu un vrai cursus après derrière. D'accord, ouais. Donc voilà. Et voilà. Et c'est comme ça, suite à une déception, je me suis retrouvé pendant le Covid, je me suis dit, mais je fous rien, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, mais il n'y a pas ma mère, il n'y a pas mon père. Mais pourquoi je vais pas me battre en fait? Je me suis dit ça un peu, tu vois. C'est ça, c'est comme ça que je suis arrivé. Et je suis parti sur Google, j'ai tapé salle de MMA. J'ai regardé, je suis tombé sur la Free Fight Academy en premier et la salle comme MMA Factory. Ouais, d'accord. Donc voilà, après j'ai regardé les prix, j'ai dit bon ben. Il a balancé ça normal. Et c'est là que je me suis retrouvé à la FFA. Grosse ambiance, j'ai retrouvé des gens que je connaissais, notamment Nora du coup. Alors vous connaissiez d'où? Ouais, en fait c'est ça la petite anecdote. Écoute-moi Fred, un jour je vais à la salle et tout. Genre un mec, je sais pas s'il était assis par terre ou machin, je me retourne. Je dis Murphy, tu fais quoi dans ma salle? Basket, foutu. Mais quoi? C'est du MMA ici, qu'est-ce que tu veux? Non, avec Murphy, en fait, on s'est rencontrés en 2015 et figure-toi qu'on faisait le même taf alimentaire, c'est-à-dire qu'on travaillait en tant que vendeur sur le Nike des Champs-Élysées, en fait. Ouais, on a bossé un moment ensemble et puis bah après, forcément, c'est le genre d'environnement où concrètement, t'as un taf de merde, donc t'es obligé d'avoir des collègues de ouf et d'avoir un vrai lien avec eux en fait. Donc nécessairement en fait c'est vraiment c'est vraiment le genre de taf où une fois que tu as fini ta journée ou machin, tu vas te retrouver avec tes collègues à un moment, vous allez prévoir des sorties donc forcément ça crée de la connexion et tout et du coup bah ouais on est resté en contact puis à un moment enfin, c'est pas qu'on s'est perdu de vue, on communiquait peut-être un peu moins, mais il avait toujours un mot sympa quand il voyait mes affiches de combat de Mouet passé à soutenir et tout. Et donc, ouais, c'était archi rigolo de le retrouver à la FFA. Je m'y attendais franchement pas, en fait. Et j'ai eu la même réaction que toi. En mode, parce que du coup, j'ai passé du basket au foot US. J'ai dit, OK, bon, il y a une certaine logique. Mon foot US, MMA, bon, j'essaye encore de chercher la logique. Tu veux te battre, quoi. Tu veux du choc, tu veux du contact, en fait. Mais ouais, mais c'est rigolo ce que tu as dit, parce que pour moi c'est la même chose, c'est mes parents aussi qui voulaient pas que je pratique les sports de combat, et c'est pour ça que j'ai fait longtemps du basket. Mais du coup. Mais en fait tous les basketteurs ils font ça parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est des parents qui on se casse. Moi de base le basket c'est mon sport de cœur aussi, et je pense que lui aussi. Vous jouez encore là par contre le basket pour le coup tu peux pratiquer un peu partout. C'est ça. Si moi je joue encore de temps en temps. Pareil. Vous avez déjà joué ensemble? Non. Il s'est arrêté, il a respiré. Trop de facilité avec des coups de coude. Tu vas prendre le dernier pote avec qui j'ai joué, c'était un grand et tout, mais en plus il jouait en pro, donc tu te doutes. J'ai pas apprécié un truc, je vais attraper la jambe pour partir sur un single leg. Bah ouais, c'est dangereux. Faut pas me casser les pieds, tu sais, faut me laisser. Non, pas me laisser gagner. En vrai, j'aime pas ça. Mais non, mais ouais. Mais cela dit, heureusement qu'on a inventé la cage pour des énergumènes comme ça. Ouais, carrément. Mais c'est marrant, c'est les parents aussi du coup. Ouais. Bloqué là-dessus, c'était. Parce que t'as été commencé à quel âge Je commençais super tard. Je voulais en faire à 15 ans. J'ai dit à mes parents, ouais, je vais faire du kickboxing. Ils m'ont dit, ouais, tu gardes la pêche, tu vas pas faire ça. Et j'ai commencé à 21 ans, où je me suis dit, ouais, bah, j'ai entendu, je fais ce que je veux, machin, non. J'ai fait ça dans un club à Groslay, donc dans le 95. Pas loin de Sarcelles, voilà, oui, Groslay, c'est un très charmant nom de ville, n'est-ce pas? C'est Groslay. Moi non plus, je connaissais pas avant d'y aller. Tu peux pas connaître. Même les Groslaisois, je pense qu'ils connaissent pas ils veulent pas. Voilà, les habitants de Groslay. Les habitants de Groslay, alors c'est quoi? C'est des Grollards? C'est des. Groslay, ah non, mais non, ce serait moche. Mais ouais, donc du kickboxing vite fait, et c'est le genre d'expérience qui te fait arrêter justement normalement le sport, parce que je me mangeais des KO à la salle, c'est genre, t'as le coach qui passe, bah quoi, t'es fatigué, c'est-à-dire que ça cogne comme des bœufs. Ça c'était à Groslay, donc c'était à Groslay, d'accord, il mérite le nom en fait. C'est très bien, ça va en fait. Et ouais, j'ai commencé avec 2 défaites d'ailleurs, j'étais tellement pressé d'aller au charbon, encore
encore une fois, au bout de 3 mois, je lui dis ouais, je veux combattre et tout. Et j'aime bien, c'est ok, tu veux combattre, bon, on va y aller. Des expériences formidables, 2 défaites, c'était. Tu vois, et ça t'a pas découragé, ça, au contraire? Non, et tu vois, c'est vrai que j'aurais pu me dire bah, je lâche l'affaire, mais je sais pas ce qui m'a fait me dire bah non, je vais pas lâcher l'affaire. Je pense que déjà jeune, inconsciemment, j'étais dans le truc d'être jusqu'au boutiste et de pas lâcher le beefsteak et de pas me laisser aller par ces circonstances-là ou pas laisser quelque chose d'externe. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui me disait, alors que t'as pas forcément le recul nécessaire à la vingtaine pour te dire que oui, c'est peut-être parce que t'es mal entouré que tu réussis pas à faire ce que tu dois faire, tu vois. Mais du coup, il y a eu un moment où j'ai quitté pour aller. J'ai fait une année de césure entre mon master 1 et mon master 2 en fait, et j'étais en Thaïlande. Et là-bas, bah, j'ai découvert la boxe thaï du coup, et ça a été un nouveau monde pour moi parce qu'après, tu es aussi empreint de la culture, tu le fais dans le pays concerné, tu es avec des gens qui ont ça dans le sang, tu vois, et qui te drive autrement, tu vois. Donc ouais, j'avais fait mon premier combat de Muay Thai là-bas, bien à la taille, donc sans protection ni rien. On me ramène une meuf. Mais le combat, il est en 67 kilos. Ah non, bah non, elle doit en faire 80. Ah ouais. C'était pas une Thaïlandaise, je pense. C'était une sino-thaïlandaise, cela dit. Ouais. Ouais. C'était un format peu commun pour une sino-thaïlandaise. Mais et ouais, bah cool. KO deuxième round. Pour elle, pas pour moi. D'accord. Donc, mais ouais, et puis après ça a été… Et t'es entraîné combien de temps en fait en boxe thaï? Peu de temps avant de combattre là? Eh bah, figure-toi, en fait, j'étais partie pour 6 mois. J'étais arrivée au mois d'août 2012. Je suis sûr, si on creuse un peu, elle va nous donner le jour. Le jour et l'heure. Ah ouais, oui. Alors, tu sais, quand je suis née le 6 décembre, il était 16h15. J'ai dit, maman, c'est l'heure du goûter. Non, mais parce que ça fait sens. En fait, tu comptes en année scolaire et c'est simple, en fait. Ouais. Bon, bref, c'est scolaire, année scolaire, école. Non, encore. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non, et donc, du coup, j'ai fait le premier semestre en Thaïlande. Et si tu veux, tous les soirs après le taf, là-bas, j'avais réussi à me trouver un stage en agence de publicité chez Léo Burnett. Bref, la voie que je voulais emprunter à l'époque, enfin pas que. Mais et en fait, tous les soirs après le taf, j'allais au stade m'entraîner. En fait, tous les soirs, je m'entraînais avec un Thaï qui m'avait pris sous son aile, qui me tenait les PAO et compagnie, machin. Donc c'est assez drôle parce que tu vois, les Thaïs, tu les vois souriants et sympas comme ça, et tu te dis, ouais, mais quelle culture accueillante et tout. Mais dès que tu commences à vouloir basculer et un peu trop t'immerger et peut-être faire un peu partie dès lors, ça peut être très différent. Et à l'endroit où j'allais, tu avais clairement des Thaïs qui n'étaient pas d'accord avec ça, en mode qu'est-ce qu'elle nous veut la farangue, quoi, tu vois. Oui, la farangue en plus. Ouais. Parce que, c'est ça, parce que on est d'accord, hein, quand tu es une boxeuse, les mecs ils passent au-dessus des cordes, toi tu passes sous les cordes. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Et ça, je pense pas que ce soit prêt de changer, même si tu as beaucoup plus de combattantes. Quoique, il y a beaucoup de choses qui changent. Après, ce que j'allais te dire, c'est que tu vois, là, on peut quand même mettre un petit truc parce que tu vois, on n'avait pas le droit de combattre dans les grands stadiums, donc Lumpini et Rajadamnern. Et bah là, les premiers combats féminins ont eu lieu il y a 6 mois, 1 an, tu vois, chose qui n'était pas autorisée auparavant. Donc, mais après, bon. Là, on est ça, plus le MMA qui arrive là-bas. C'est vrai. C'est le One qui a racheté, je crois, des parts du Lumpini. En plus, ils ont un événement là bientôt qui est passé, je sais plus, non, ils investissent à mort. Du coup, d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, avec Yochatri, il y avait un espèce de. Il a pris la parole et ça avait fait débat sur le fait qu'il faisait passer le business au détriment justement de la culture et du folklore qu'il y a autour de ces sports et que. Globalement, qui ramenait son capitalisme sur le truc, mais bon, ceci est encore un autre sujet. Mais oui, voilà, mais je pense que c'est vrai, de toute façon, c'est indéniable. Donc ça va changer beaucoup de choses en Thaïlande, oui, forcément. Puis gros en business termes de que ça mentalité, représente. après, soit ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui accrocheront pas non plus. Après, t'as l'appât du gain, t'as machin, ça change l'homme, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, toi, après, du coup, malgré la mauvaise expérience du kick, là avec la boxe thaï, après tu n'as plus lâché du tout. Non, j'ai plus lâché, franchement, et pourtant j'ai pas été gâté en termes de blessures et puis charbonné à mort, quoi. Je me donnais de fou, comme je t'ai dit, j'ai pas eu le cursus le plus simple, tu vois, genre scolairement j'ai été loin,
j'étais dans les écoles à concours, donc voilà, il faut vraiment travailler et travailler sur tous les fronts, avoir un taf alimentaire à côté. Malgré tout, je m'entraînais, je combattais. Et comme je te dis, moi, j'étais dans cette culture de combattre hyper souvent et il me fallait ma dose, quoi, concrètement, quoi, tu vois. C'est aussi simple que ça, en fait. Et ouais, non, c'est... Voilà. C'est les seules choses qui peuvent me faire arrêter, c'est des circonstances de vie, quoi. Mais de moi-même, non, c'est trop dans mon ADN, en fait. Et aujourd'hui, donc, vous entraînez tous les deux à la FFA. Vous avez quel rythme d'entraînement? Alors toi, tu es passé pro direct, en fait. Tu n'as pas fait de MMA en amateur. Ah, t'as pas eu... Ah non, j'ai pas eu le choix. Non, parce qu'en fait, je crois qu'ils ont modifié entre-temps les règles à la FMAF, mais... concrètement, tu as trop de combats debout, donc tu peux pas faire de l'amateur, en fait. Sauf que moi, je leur dis, et en fait, il y a le même problème avec KMDA, c'est en mode, tu es obligé de faire donc, ce qu'ils appellent classe A, donc enfin plutôt en pro, les combats de grappling, de machin submission, tout ce que tu veux. Et je dis, ouais, d'accord, moi, j'y connais rien en sol, en fait. Donc, ça se passe comment? C'est en gros, je passe en pro, je fais mon premier combat en pro. Si je suis pas contre une strikeuse, je me fais monter en l'air, quoi, en fait. Vas-y, rentre-moi dedans, c'est cadeau, tu sais, c'est... Mais ouais, donc j'ai commencé directement en pro. Et toi, tu as fait plusieurs combats en amateur là? Ouais, j'ai fait plusieurs combats en amateur l'année dernière. Ça va, plutôt pas mal, bonne expérience. Franchement, comme je te dis, j'ai commencé le MMA, j'attendais à me faire refroidir. Au final, non, ça s'est bien passé. Franchement, c'est super bien passé. Tu as retrouvé les anciens instincts puisque tu m'as dit que tu étais pas mal battu. Ouais, c'est différent en fait. Autant dans ta vie, tu t'es plus battu, enfin, parce que Nora en parlait tout à l'heure, en basket et tout, ça peut partir. Tu t'es battu aussi comme ça en basket dans le cadre du sport, même si tu étais un athlète. Ne mens même pas, ça marchera pas. On les connaît, quand les joueurs ils tombent dessus, tu m'as qu'il y a une préparation, qu'est-ce que je vais dire? Non, sur le terrain, non, quand même, parce qu'il y a une certaine discipline à avoir. Et comme je jouais à un certain niveau, il y a une image, ça. Donc la place, elle était chère sur le terrain. Il fallait faire attention. Mais après, il y avait des petits rendez-vous, etc. Vas-y, on sort, si tu veux. On sort vite fait. Mais sinon, mais après, bon, voilà, c'est. Justement, moi, le MMA, le choc que j'ai eu en rentrant dans une cage, en m'entraînant, en faisant des sparring, parce que ça a commencé par des sparring, c'est en fait, c'est pas de la bagarre. Franchement, c'est pas les mêmes sensations. Avant, quand je me battais avant, c'était là et j'en vois tout. Et tu vois, tu deviens monstre, tu te transformes. Et bien là, dans la cage, c'est impossible. Moi, je me rappelle mon premier entraînement là, à la FFA, mon premier sparring. C'était comme ça, j'y suis allé. Et on devait faire, c'était 2 rounds de 3 minutes. Donc moi, j'ai fait quoi? Dès qu'on m'a donné le go, j'ai foncé. Je me suis dit, purée, je suis hyper chaud. Le mec, il fait du MMA, ça fait je sais pas combien de temps je suis en train de le labourer, ça, tac. Et après, je vois, on va au sol. Au moment de me relever, je vois, je congestionne. Et là, il me reste 1 minute, premier round. Et c'est là que je me suis dit, ah, ok. Et c'est là que j'ai vu que l'autre, il commençait à commencer. J'étais tout plein de muscles, je venais du foot US, donc j'étais congestionné, j'arrivais même pas à me mettre ma garde. Et là, D'accord. Il a laissé passer la tempête. Enfin, il a laissé passer la tempête. Il n'avait peut-être pas le choix, mais bon, en tout cas, voilà, la tempête est passée. C'est ça. Et là, sur les 50 dernières secondes, je me suis fait laver. Pause. Et là, on repart, match uniquement qu'annonce. On est reparti pour le deuxième round. J'étais carbonisé, j'étais congestionné. Et c'est là que je me suis dit, ah ok, d'accord. En fait, je sais pas me battre. J'ai peut-être la force, tout ce que tu veux, mais je sais pas me battre en fait. Et c'était dur. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, le sport de combat, c'est beaucoup de gestion. C'est beaucoup de gestion, il faut gérer. Ce que tu savais déjà faire en réalité, puisque tu es déjà un athlète de haut niveau. C'est ça. Mais tu pensais pas que… Exactement. Voilà, j'ai compris le concept. Franchement, je l'ai vite assimilé. Mais voilà, je ne voyais pas ça comme ça en fait. Et, voilà. Et là, maintenant, je suis dans une période où j'essaie de comprendre les technico-tactiques, comme ils disent là. Et puis voilà. Toi, donc, quand tu as commencé, vraiment, c'était, tu voulais déjà te faire plaisir. Est-ce que tout de suite, tu t'es dit, je veux faire ça en haut niveau? Je veux, tu vois, je veux faire une… À la base, non. Non, Franchement, à la base, non. Mais comme je t'ai dit, je m'attendais à me faire refroidir en faisant des sports de combat, quoi que ce soit. Après, je me suis trouvé plutôt à l'aise. Après, je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que je ne tourne pas avec des gens de mon poids ou pas avec des trucs. Ouais, quel est ton poids? Parce que t'es un poids lourd. Ouais, moi, je suis poids lourd. C'est vrai que j'ai commencé le MMA, j'étais à 110 kg. Ouais. Mais là, maintenant, je suis à 100.
Donc là, je crois que je vais faire le… T'es passé, t'as perdu 10 kilos? Ouais, Ah, mais t'avais un excédent, enfin t'étais à 110 plutôt, non? Ouais, mais c'était les muscles qu'on utilise au foot US en carapace et pour courir vite. Voilà. Là, dans la cage, c'est gênant. Ouais. C'est gênant. Donc là, j'ai perdu du poids. Ah ouais, je me sens hyper bien maintenant. Ouais. Et voilà, là maintenant, je me tâte à voir avec le coach. Ouais. Ce que Mathieu va me proposer. Pour l'instant, je reste avec les poids lourds. Ouais. Après, je pense que je vais faire les deux. Ouais, parce que tu pourrais combattre en 93. Ouais, T'as déjà essayé de perdre encore un petit peu? Je me suis déjà amusé à faire ça. C'était pour voir et franchement, je descends facilement en dessous de 90 pour dire. Ah ouais? Je sais pas comment ça se fait. Me dis pas que tu vas combattre en 84. Non, faut arrêter les mecs. Non. Mais surtout, quoique. J'y ai pensé pendant un moment, mais quand j'ai vu comment elle a galéré pour ce combat-là. Ce que j'allais dire, quand le petit, je me suis amusée. Ah oui, les derniers kilos, Les derniers kilos sont Oui, parce que c'est mon assistant de watercut officiel avec Prince. Voilà, big up à lui d'ailleurs. Exactement, voilà. Un gros big up à lui. Si vous cherchez des assistants de cutting, ils sont présents. Passe au MP. Ouais, non, j'ai vu franchement comment elle a galéré sur son cutting et en fait, je me suis rendu compte aussi, donc j'apprends tout le temps, c'est un combat avant un combat en fait. Ouais. C'est un combat avant un combat. Et je pense que c'est même. Qui dure plus longtemps. Exactement. Ça dure plus longtemps que 15 minutes ou 25 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis t'as envie de lâcher l'affaire plus d'une fois. C'est concrètement. Parce que toi tu viens en boxe taille, tu combattais à quel poids? Est-ce que tu cuttais, tu perdais un peu ou... Alors non, de base, moi je combattais à 63,5, donc qui est une catégorie juste idéale pour moi, mais qui n'existe absolument pas en MMA. Et du coup, non, souvent après l'entraînement, j'étais à 63,5, j'étais à 64. C'est ton poids à peu près naturel. Ouais, c'est ça, exactement. Naturel de forme. Exactement. Et en fait, avec le temps, si tu veux, on était 2 dans mon club et fallait prendre les places en équipe de France. Et puis, moi, à l'international, je combattais aussi en bantamweight. Je combattais en 61,2. Du coup, il fallait descendre le poids. Puis, à un moment, on m'a demandé de descendre drastiquement mon poids pour être en dessous des 60 kilos. Et sur plusieurs jours. Et c'est là que la merde a commencé. Parce qu'après, mon corps, il n'a pas compris. Et c'est ça qui a créé des dérèglements aussi, tout ce que tu veux. Donc, du coup, mon poids d'ancrage, il s'est beaucoup plus... il a augmenté, quoi. Ouais. Et du coup, je voulais quand même... du coup, je pouvais plus descendre. Et j'ai aussi fait une pause par rapport à ça. Ouais. Mais aussi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Parce que, en ayant fait mon premier combat de MMA à 66 kilos, je me suis dit, je vais revenir doucement. Comme je te dis, c'est la prise de poids et compagnie, machin. Je fais mon régime en paix, en sérénité, sans cutting, j'arrive à 65 kilos point 300. Je me dis, c'est calme. Tu vois, après petit-déj et tout, j'aurais mangé, je vais être à 67 kilos, je suis bien, tu vois. Et c'était assez drôle parce qu'il y avait d'autres combattants, dont une nana que je connais qui combattait en 52 kilos, je crois. Elle faisait un combat à 51 même ce jour-là. Et donc elle se pèse et tout. Et le lendemain, elle me dit, je suis trop contente, j'ai fait une recharge de ouf, je suis à 59 ou 60 là, je suis bien. Et je la regarde et elle me dit, et toi alors, t'es à combien? Je lui dis, là, après manger, je suis à 67,2 quoi. Elle m'a regardé. Son regard, il en disait tellement long, genre t'as rien compris à la vie, meuf. Et une fois dans la cage, quand tu te manges un knockdown à 40 secondes, tu te dis, c'est chiant. C'est chiant. Ça n'a pas. Ça n'empêche pas que j'ai fait un putain de combat où d'ailleurs le résultat aurait pu basculer dans les deux sens. Et j'en veux toujours beaucoup à l'arbitre d'ailleurs qui a arrêté le combat alors que je venais de toucher mon adversaire en retour. Ah oui, d'accord. Non mais je m'en remets pas, donc ça dit le Sherdog pour commencer, donc c'est pas ouf, tu vois. Et, donc c'est ton premier combat, c'était en 66. T'étais pas forcément super prête à aucun niveau en fait, ni en poids, ni en prépa. Voilà. Et tu l'as fait Par contre, fleur au canon, j'étais prête parce que là, tu vois, je venais de commencer la prépa physique depuis 3 mois. Et vraiment, je me sentais genre bien, quoi. Tu sais, je me suis dit, des muscles que je connais pas et je peux faire des trucs comme ça a l'air bien, tu vois. Sauf qu'après, t'as une meuf de genre 73, 74 kilos qui te rentre dedans et tu te dis, c'est chiant. Et donc non, je me suis dit, non, il faut que
que je recombatte à 61. J'ai eu la chance d'avoir aussi. C'était 4 combats suivants, donc tu les as fait en 61. Ouais, on est mais il y a d'accord. aussi des catchweight en fait. Ouais, t'as des catchweight aussi. Ouais. Il y a des catchweight. Et c'est 4 finishes, hein, juste pour dire, c'est 4 finishes, donc tu t'es bien vengé de ta première défaite. Exactement. Je sais pas si c'est passé quelque chose dans ma tête inconsciemment, mais depuis. C'est quoi? Il y a quoi? Il y a 3 KO, TKO, je pense, et t'as fait une soumission? Ouais, exact. Ouais. C'était le 3e combat, du coup. Étranglement arrière. Ouais, au Bénin. Quoi, il n'y a pas de date là? Si, parfaitement qu'il y a une date. C'était le 24 avril 2022. Voilà. J'irai vérifier là. Le 21, le 21. J'ai vérifié. Ah ouais, t'es chaud, Fred. Attends, non, c'était le 23. Non, je sais. Attends, c'est bon, arrête-toi. T'as encore quelques secondes le temps que je trouve. C'était le 24. Attends, non. Ça va se savoir. Non, c'était le 23, c'est bon. Le 23, c'est mon dernier mot. On va voir. C'était contre qui celui-là? C'était comment ça s'appelait? Oula. Bah écoute, c'était. Avril, 23 avril. Je suis chaude ou pas? T'as dit 24? Non, j'ai dit 23, c'est mon dernier mot. On a la caméra, on est filmé. Bon, on vérifie bien. Et là, tu fais un rewind. Et j'ai des témoins en plus. Là, c'était au Bénin, c'est ça, ouais. Tu te souviens du nom de l'adversaire entièrement? Non. Juliette Choukou. Ah, Juliette Choukou. Choukou, ouais, c'est ça. Comme ça. Ouais. Donc, par contre, il n'y a pas. Que je salue également d'ailleurs. C'est quoi? Sur Sherdog, il n'y a même pas le temps d'ailleurs. Ouais, et tu sais quoi, on a dû même joindre Tapologie et Sherdog, parce que du coup, Tapologie est plus à jour sur mes résultats que Sherdog. Et genre, ils ont mis un petit peu aussi n'importe quoi pour Asma Abash, justement à Abu Dhabi, là, au mois de septembre. Ils ont dit, ton adversaire, l'adversaire d'après. Au 2e round. Là, c'est indiqué 3e round, 3 minutes 15. Ouais, non, c'était au 2e round. Ah, c'était au 2e, donc erreur. D'accord. Et ouais. Ah ouais. Et donc le cutting maintenant, ça c'est maintenant que tu es entre les mains de professionnels. Tu vas faire un slide avec sa carte de visite. Juste en dessous là. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça, il n'y a pas à dire, c'est que tu sais, en mouet, quand mon poids a commencé à être déréglé, j'ai commencé à en faire, mais pas comme j'en fais maintenant, et où il n'y avait pas de genre process particulier. Juste tu te dis, tu connais les méthodes à l'ancienne, tu prends ta combi de sudation, tu fais ça un petit peu à l'arrache de manière complètement de manière complètement empirique en fait, parce que t'as pas le choix en fait. Et j'étais pas entourée, tu vois, donc ça rend la tâche d'autant plus dure. Là, tu vois, dernièrement, tu sais, mon corps galère encore un peu à répondre parfois à certains régimes. Ouais. Et le truc, c'est que j'ai eu du mal sur le dernier combat. Et c'est vrai que, très honnêtement, sans Prince et Murphy, ça aurait été compliqué parce que j'avais personne pour m'aider pour mon poids, en fait, concrètement, tu vois. Donc, franchement, ça a été carré. J'ai envoyé un message, voilà, chacun s'est occupé de sa tâche. Ce qui fait que dans la chambre, on a pu installer le sauna portatif. J'avais commandé une espèce de... Un très bon article que je trouve sur Amazon, vraiment. J'ai commandé une couverture sauna en fait, tu te mets dedans. Ouais. Bon après c'est un peu traître parce que du coup tu peux te brûler si tu décides de mettre le truc à fond et tu rentres pas dedans. Mais donc on alternait ça avec les bains et j'avais... C'est toi qui avais commandé ça, c'est-à-dire l'organisation n'a pas mis ça à dispo? Non. J'ai appris que... Attends, chez qui je l'avais vu je crois que c'est... Je sais pas si c'est Cage Warrior, non Bellator, je sais plus, qui proposait ça à leurs combattants de sauna portatif. Et je dis ah ouais c'est bien en fait quand tu commences à être classé. Oui, les grosses orgas font ça, mettre ça à dispo. Ah non mais c'est clair, c'est cool de tout avoir à disposition franchement. Donc ouais j'ai commandé, après pour le transport et tout, Murphy il a été super réceptif, il a été chercher les trucs et tout machin. Donc vraiment c'était une équipe en place. Et voilà, et puis dans la bonne humeur parce que j'avais aussi mon amie, ma soeur qui était là, qui était venue me coiffer, apporter la bonne humeur, Pearl qui était là pour faire les vidéos, et d'ailleurs on a fait une espèce de mini-série, mini-docu dont le premier épisode va résumer le cutting. Et tu vois que des good vibes en fait, et c'est là où tu te dis en fait ouais c'est une tâche difficile mais c'est important la manière dont tu es entouré. De personnes qui soutiennent ton projet, qui sont vraiment là parce que c'est des personnes
qui t'aiment en fait, qui sont pas là pour un intérêt quelconque, qui veulent aussi partager l'aventure humaine et sportive et tout, et vraiment voilà, passer un moment de chill. Donc tu vois, ton cerveau il capte pas tout de suite que tu es en train de faire un truc super difficile, et puis après c'était sûr à partir de 63 kilos que ça commençait à être vraiment difficile, quand il fallait perdre le dernier kilo et demi, ouais là ça rigolait un petit peu moins, parce que là du coup pour sortir de la baignoire, bah c'est mieux quand t'as un mec de 100 kilos pour tirer par les bras, parce que ouais non concrètement ça devenait vraiment difficile en fait. Et puis c'est là que tu te dis, c'est là où je me rends compte que je me mettais vachement en danger à chaque fois que je le faisais seul, mais moi j'en avais pas conscience, tu vois. Et que c'était la première fois, enfin la deuxième fois, pardon, excuse-moi, parce que justement c'est la première fois où on l'avait fait à Abu Dhabi, mais on n'avait que le sauna à disposition. Mais quand tu es entouré, ça change tout en fait. Et il ne faut pas le faire seul d'ailleurs, parce qu'en fait, tu sais pas ce qui peut se passer. C'est tellement dangereux en fait quand. Ouais, là j'avais cuté. Parce que les premiers, tu les avais fait seul par exemple? Toujours toute seule. Tu faisais comment? Tu faisais les bains? Je faisais des bains et j'alternais bains, sauna, combi de sudation, aller courir et avec la panique du stress qui va avec, et quand t'as personne pour… je me rappelle, mais vraiment, enfin véridique, hein, un truc horrible comme ça, c'était quand j'arrivais plus à faire le poids en Muay Thai sur un de mes derniers combats. J'avais pris ma voiture, putain c'était un jour de neige en fait, et j'étais courir au sauna et salle de sport à côté, aller faire un bain et tout machin. Oh j'ai eu un accident en fait, c'est grâce à Dieu j'ai rien eu, mais juste pour te dire qu'en fait avec le stress et tout, et si t'es pas entouré t'es plus lucide de rien en fait, tu vois. En fait faut vraiment pas négliger ça quoi, le cerveau il répond plus de la même manière, non, faut s'entourer, il faut s'entourer de bonnes personnes et j'ai la chance d'avoir ça. Merci. Si tu veux perdre parfois les Fred. T'es en train de tacler Fred là, fais gaffe. Fais gaffe parce que je t'ai dit en post-prod je peux rajouter tout ce que je veux. Hein. Je peux retirer tout ce que je veux aussi. On va faire un Google search. Je peux même retirer un peu de bite si je veux. Je peux t'en rajouter, si je me retire, je fais de l'hyposuction. Je me retire un peu de bite, je t'en rajoute. C'est la première fois que tu t'occupais comme ça d'un cutting et tout? Non, la première fois, c'était à Abu Dhabi. Du coup. Ah, c'était à Abu Dhabi, ouais. C'était la première fois, c'était à Abu Dhabi. Et c'est là qui m'a… c'est pour ça que j'ai pensé à eux instinctivement, parce qu'ils sont tellement bien occupés de moi parce que du coup, ce jour-là, Prince combattait aussi en fait. Prince n'avait pas de poids à perdre. C'est ça. Ah oui, il n'avait pas de… Ouais. Non, il est pas lourd. Ouais, c'est ça. À la base, on était… Bon, en fait, cette team-là, en fait, parce qu'on est une petite team quand même. Le sarcophage game, on nous appelle. Non, dis bien, c'est toi qui as décidé de proclamer le nom et depuis il ne veut plus lâcher le truc. Parce que si tu veux, écoute-moi Fred, la première fois, France lui dit on va faire le sarcophage. Il a dit quoi? C'est quoi? Ça s'appelle un sarcophage, mais c'est trop stylé. Non mec, ça n'a rien de stylé, je suis en train de crever, qu'est-ce que tu me racontes? C'est vrai parce qu'on l'enveloppe comme… Ah oui, d'accord. Regarde, il est fasciné, c'est bon. T'as vu la gestu là? Non, mais donc ouais, c'est ça, sarcophage, parce que voilà. Et donc le premier cutting à Abu Dhabi, tu t'en as occupé, mais tu savais pas que tu devais t'en occuper, enfin Non, franchement. T'as un pro quoi. C'est parce qu'elle était pas au poids. Donc voilà, après on s'est informé, on a regardé, on a fait le nécessaire, on a kiffé. En plus, on a vu du coup qu'on pouvait l'aider. Et ça lui permettait d'être plus focus sur son combat. Donc c'est une décharge psychologique déjà pour elle. Donc on a pris un plaisir à faire ça et maintenant c'est devenu une habitude. Je pense que ça va rester, vu qu'on prend plaisir à faire ça d'ailleurs. Parce que quand il dit on prend plaisir, allons jusqu'au bout du propos. C'est-à-dire que le sauna est chaud, le bain est chaud, c'est que il est chaud, c'est-à-dire chaud, tu peux pas rentrer dedans. Non, là, c'est l'heure du bain. Mec, je peux pas mettre un orteil dans ton bain. C'est-à-dire que il me laisse pas de pause. C'est comme quand tu laisses pas de pause entre les rounds aux gens. C'est allez, tu retournes dans le bain, allez, tu retournes dans le sauna. Mec, laisse-moi respirer, s'il te plaît. On n'est pas chronométré dans le temps, tu sais. On n'a pas genre 51 minutes. Il enchaîne. Non, mais là, c'est même pas chaud. Attends, faut… Non. Et ça, c'est parce qu'il n'a pas encore vécu. Non, ça va bien se passer, je pense. Et là, par exemple, alors quand tu cuts pour descendre à 61 kg, pour combattre à 61 kg, tu pars d'où et quel rebond tu fais, tu vois? Jusqu'à après dans la cage, t'es à combien là? Est-ce que ça change depuis que tu cuts pour 61 kg, tu vois?
En ce moment, et parce que les catchweights, ça a fait, et c'est pour ça que peut-être que je regalère un petit peu là aussi, ça a fait déplacer mon poids d'ancrage. Là, je pars autour de 70 kg, tu vois. 70 kg pour certains, c'est bien. Moi, je trouve que c'est trop, personnellement. Dans l'idéal, j'aimerais redescendre mon poids de forme autour de 67. 66, c'est peut-être un peu trop peu, mais 67 pour faire un rebond assez équivalent. En général, le rebond, là, je le fais autour de 68 kg, donc ce qui est pas mal. Mais voilà, moi, dans l'idéal, j'aimerais me stabiliser un petit peu en dessous. Après, je t'avoue, j'ai tellement pas conscience de comment à plus haut niveau, tu vois, l'UFC, de l'UFC, genre quand tu vois Amanda Nunes, c'est un monstre, tu vois, tu sais, et quand je la vois s'entraîner, en plus elle est grande, tu vois, je me dis, mais purée, genre c'est elle la championne dans ma catégorie. Elle a le cap de Murphy, qu'est-ce que vous me racontez? C'est compliqué, je la vois en sparring, je dis, c'est lui que tu cherches, c'est pas moi que tu cherches. Non, mais trêve de plaisanterie, tu vois, ouais, voilà, c'est quand même un monstre, hein, Nana, tu vois, et je pense que c'est un bon, ouais, ça doit être le genre de Nana qui fait plus 10, mais… Ouais, oui, je pense qu'elle doit être à au moins 71, 72. Ouais. Peut-être un peu plus, hein, je pense. Plus, tu penses, je pense qu'elle doit être autour de 74 kg cette nana. Ah ouais, tu penses, je pense. Mais toi, de toute manière, tu restes quand même assez impressionnante. Hein. C'est vrai que… Franchement, bah oui, déjà tu dis elle est grande, mais t'es pas non plus. Tu fais un 68, un 60. Ouais, je sais pas. Je pense pas qu'elle fasse plus d'un 72, Amanda Nunes. T'es sûr? Non, moi je pense qu'elle doit faire un bon 1m76. Ah ouais 70. Ouais, je pense, ouais. Parce que… Ouais, pareil, tu vois, c'est des grandes filles, les Holly Holm et tout, elles sont… Tu vois, c'est… C'est vrai qu'elle est large en tout cas, parce que contre Cyborg, elle était pas ridicule. Ouais, elle a un physique… C'est… Puis, ouais. Bah, non, mais… Et là, pour rester un petit peu sur toi, ouais, t'as un combat de prévu là. Ouais, exact. Voilà. Contre qui, quand, comment, et voilà, parle-nous un peu de ce combat-là. Madame Alice, oui, le temps que tu cherches l'information, t'inquiète, je sais que j'ai raison encore une fois. Attendez, ça arrive. 1m72. Tu mens. Ah, sérieux? Ouais. Ah, il est chaud, 1m72,7 sur Sherdog. Bon. 1m72? Je la vois tellement plus élancée. Mais oui, c'est à la télé. Allez, let's go, mon gars! On commence le casting maintenant. Amanda, don't sleep on me, j'arrive. Tu vois, donc… Toi, tu mesures combien? 69? 1m69, ouais. C'est cool, ça. Tu vois, donc je pense pas qu'elle fasse, tu vois, je pense pas qu'elle fasse plus de 71, 72. Je la voyais tellement plus grande que ça. Moi aussi, franchement, je te cache pas. C'est fou. Toi, Murphy, aujourd'hui, là, tu veux combattre? Tu veux continuer à combattre en amateur? Tu veux passer pro assez vite? Qu'est-ce que tu voudrais tu t'entraînes dans quelle optique là en ce moment? Est-ce que tu as des échéances, tu vois? Bah, là, pour l'instant, la gamberge, c'est de confirmer en amateur. Vraiment confirmer quelques combats en amateur et j'aimerais bien passer pro. Là. Ça y est, j'ai passé le cap dans ma tête. Mais alors, bon, là, malheureusement, le processus va prendre un peu plus de temps. Je me suis fait une blessure au pouce, une petite fracture. Ouais. Mais bon, je suis déjà de retour. Pouce au gros orteil, ça? Ouais, c'est ça. Donc là, je peux rien faire. Tous les réflexes, fracture. c'est mort. Donc, ça ralentit un peu le truc. Mais bon, sinon, voilà. Là, je pense qu'on va voir avec le coach. Je vais faire quelques combats en amateur. Enfin, je dis ça, c'est pas moi qui décide. Hein. Moi, dans ma tête, dans mon monde des merveilles, je peux faire quelques combats en amateur. Et boum, je passe en pro directement. Comme ça, je me mets dans le mood et j'y vais sans complexe. Et puis voilà, on va faire ma cage et c'est parti pour. T'as combien de combats là? T'avais pas précisé tout à l'heure, je crois. T'as combien de combats en amateur? Je sais même pas, parce qu'il faut savoir qu'en fait, j'ai mélangé un peu. J'ai fait des combats de Muay Thai. T'as combattu en Muay Thai aussi, en même temps quand tu t'entraînais exactement. D'accord. Du coup, moi, comme je suis arrivé directement des sports co et j'avais jamais fait de combat de sport de combat avant, par du judo quand j'étais petit. Donc j'ai vite compris qu'il fallait avoir certains réflexes, quoi que ce soit. Donc je me suis dit, bah, hop là, j'y vais directement. D'accord. Donc amateur tout compris, t'as combien de combats là? Tu dirais? Alors j'ai du pancrace, MMA, j'avais fait comment ça s'appelle? Le championnat de France là. Donc, je dois avoir. Ouais, c'est un combat si je réunis tout. D'accord. Si je réunis MMA, pancrace, taille. Et ouais, c'est tout. Et comment ça s'est passé? Tu te sens plutôt à l'aise, combat après combat, tu te sens de plus en plus à l'aise avec ça, avec le… Ouais, franchement,
pour dire la vérité, je me sens plutôt facile, mais après, voilà, ça dépasse le cadre du fight. Il y a le travail de fight IQ à travailler aussi, dont moi j'ai vraiment besoin. Et j'ai besoin aussi de me sentir à l'aise dans la cage. Mais sinon, voilà, c'est surtout ça, le fight IQ qu'il faut que je travaille. Où je sens que du coup, je suis à la ramasse. Enfin, je suis pas à la ramasse, mais je suis pas encore à l'aise avec ça. Moi, j'aime bien quand tout est carré. Et voilà, là personnellement, voilà. Avant c'était l'année dernière, c'était techniquement, je me sentais un peu limite. Mais là, comme j'ai pris une bonne saison à faire de la taille, là je fais beaucoup d'anglaise aussi. Je tourne dans un club à Limay-Bréven, là, à l'EBT, où il y a un super poids lourd qui est en équipe de France. Et il me fait du mal. Je pense qu'il y a que lui qui peut me faire ça. Pour l'instant, donc voilà, franchement, donc pied-point, là je me sens vraiment à l'aise. Et je passe bonjour à mon coach d'ailleurs. En anglaise, je commence à me sentir vraiment très très bien. Et après le sol, nous à la FFA, voilà, c'est nous. Quoi. Donc, tout ton sol, tu le fais à la FFA, tu le fais en mode vraiment en MMA, vraiment, tu vois, tu fais pas de jiu-jitsu brésilien par exemple ou des trucs comme ça. Si, je fais tout. Ça, c'est clair. Je tourne en JJB aussi, ouais. C'est vrai que je tourne en JJB. D'accord. JJB avec le Kim. Avec le Kim, ouais. Et d'accord. Et ça, c'est des. Bah, tu avais fait un peu de judo, donc tu trouves un peu le kimono. C'est vrai déjà. que du coup, c'est vrai que je me suis vite familiarisé au JJB. En fait, même le sol, franchement, je pensais pas. Moi, j'aime bien le striking, mais je me rends compte que j'ai des facilités au sol. Je sais pas, j'assimile rapidement, je trouve ça naturel. Donc, vu que chez nous, apparemment, à ce qu'on dit, les poids lourds et le sol, c'est pas. Peut-être que j'ai ma carte à jouer là-dedans aussi. Si tu restes en lourd. Parce que là, tu parlais de combattre presque en 84, non, en limite 77. Je dis juste que c'est possible. Si je veux il m'a trop vu souffrir 84 s'il descendra. Déjà, si Prince, il a préféré passer en poids lourd, passer à 93 kg à la base, Prince. Prince, c'est 93. Il me faisait faire le cutting et tout, machin. Il me dit, oh là là, je crois que je vais rester poids lourd là. Ce truc, ça me donne pas envie, ça me manque pas. Je lui dis, ouais, tu m'étonnes que ça te manque pas. On mangeait ensemble, enfin, je buvais mon verre d'eau et moi, franchement, ça fait du bien. Ouais, j'en doute pas que ça fait du bien de manger, frère. Ouais, donc voilà, quoi. On verra bien. De toute façon, je vais faire les deux, on verra. Là, le but du jeu, c'est une fois que je me remets mon doigt de pied là, je vais faire le plus de combats possible. Je vais enchaîner comme Nora. Enchaîner, papa, on verra. J'espère. Ça risque d'aller vite, comme ça peut prendre du temps, mais on verra bien. En tout cas, mais les combats amateurs, plus qu'en MMA là, maintenant que le MMA est là, où tu referais des combats en boxe taille. J'ai envie de faire. Voire même en jiu-jitsu, je sais pas. JJB, si. JJB, par contre, je vais faire des compétitions. De toute façon, le JJB, ça, tu peux continuer même après. JJB, franchement, j'ai prévu de faire quelques compètes. Parce que franchement, je kiffe. Et je vais essayer de voir avec le coach pour faire quelques combats en pied-point, voire même à l'étranger aussi. Et après, voilà. Après, je fonce directement pour le MMA. Et toi, donc, qui as pratiqué le basket et le football américain, qu'est-ce que ces deux sports-là, tu vois, t'apportent justement en mode bagarre et est-ce que les deux t'apportent autant? Ils m'apportent. Quand je regarde les autres tournées, en fait, quand je tourne avec les poids lourds, ou même pas que les poids lourds d'ailleurs, quand je regarde les fighters, en fait, en termes d'agilité, en fait, ça m'apporte une plus-value incroyable. J'arrive à anticiper tous leurs pas et même, je sais pas, ça me donne. J'ai un footwork où je m'amuse en fait par rapport à eux. Je sais que les fighters, ils sont très très limités en termes de footwork en fait, tout simplement. C'est très carré. Et ben moi, du coup, comme je viens du basket, où on est très explosif, agile et on est bas sur nos appuis. Alors que j'ai remarqué que dans les sports de combat au MMA, c'est soit les mecs qui sont ancrés au sol, ou soit comme les lutteurs. Ou les boxeurs d'ailleurs aussi, ou soit ça aide des mecs un peu à la taekwondo, karaté, où ils sont sur la pointe des pieds. Même en pied-point en général, peut-être moins en boxe taille, encore que. Bah en fait, tu vois, il y a deux choses que j'allais dire pour répondre à ta question. En boxe taille, moi pour le coup, j'étais pas non plus très académique par rapport aux autres, parce que tu t'imagines le machin, c'est bien ancré et tout. Moi au contraire, je bougeais vachement, genre. Ça saoulait les gens parce que tu bouges en kick, en française, mais pas en taille, quoi, tu vois. Et par rapport à ce que tu dis au footwork, c'est intéressant ce que tu dis là tout de suite parce que je pensais pas que, tu vois, tu avais cette perception par rapport au sport que tu faisais avant. Parce que moi, en l'occurrence, déjà dans la préparation physique, mon préparateur physique, il vient aussi du football américain. Et tu sais, il était derrière la cage, il était dans mon coin, équipe de France, ancien athlète de haut niveau et tout. Il était derrière la cage et je lui dis alors, est-ce que ça donnait une meilleure perception de ce qu'on doit travailler, comment tu as vu ça en le voyant en vrai, parce que sinon il me suivait forcément à l'étranger que derrière son écran.
Et il me dit, bah ouais, en fait, on va travailler ton jeu de jambes parce qu'il me dit, tu sais pas reculer en fait. Quand on te charge, on te fonce dessus. Il me dit, bah alors, t'as pas de problème de déplacement, mais te déplacer vers l'arrière, c'est une galère en fait. Et c'est rigolo parce que tu vois, et c'est là où tu vois la préparation physique, c'est vachement important que ce soit transversal et de piocher un petit peu des différents sports. Parce que tu vois, en fait, mine de rien, je pense qu'il y a certains aspects qu'il a développés dans ces autres sports qui vont forcément lui servir et lui servir davantage par rapport à d'autres combattants. T'as des ponts à faire, ouais. Complètement. Qui sont qu'on pouvait voir déjà avec Cyril Gane, enfin qu'on pouvait voir, on a vu ça de tout temps, mais avec Cyril Gane, on l'a vu vraiment exposer là de façon. C'est très vite, il s'est senti à l'aise effectivement pour aussi bien en boxe taille, et que après aussi dans la cage quoi. Cyril, il se déplaçait déjà comme une gazelle et tout, comme je te dis, tu vois, et malgré son poids, transférer ses déplacements, c'était hyper impressionnant. C'est l'exemple, parce que lui aussi il vient de jouer au basket du coup. Exact. Et c'est l'exemple type. Il est vraiment à l'aise sur ses déplacements, ça se voit qu'il n'a pas peur de boxer en reculant, ou même dès qu'il y a un rush, ça se voit que le mec il est à l'aise, tu sais que tu vas devoir le courser et ça va rester comme ça. C'est clair. Donc voilà. Donc c'est mon agilité, le footwork, je pense que ça va énormément m'aider, enfin ça m'aide déjà beaucoup. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a pas mal d'organisations françaises, toi tu combats à l'Hexagone, et il y a beaucoup aussi d'organisations étrangères qui arrivent en France. Enfin, la France est en train de devenir un hub en Europe, voire même dans le monde. Tu as le PFL, justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qui arrive aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça là? Est-ce que ça va pas trop vite en fait? Quelque part, on a attendu tellement longtemps, mais là, ça s'accélère tellement en fait. Les organisations vont devoir recruter pas mal de. Est-ce qu'on a assez de combattants français, tu vois? Pour le pro à ce niveau, est-ce que entre l'UFC, le Bellator, qui viennent tous en France, le PFL, évidemment toutes les organisations françaises, les trois majeures, et puis après le KSW qui arrive, l'Octagone peut-être, le One. Ah, le One aussi. Le One ils sont intéressés aussi par la France. C'est super. C'est vrai que c'est fou, c'est vrai qu'à la fois. Pour les gens qui sont dans le mat depuis longtemps, je pense qu'ils ont attendu ça depuis des années, tu vois, et puis d'un coup, effectivement, en plus ça a mis du mal à démarrer, vu que la légalisation ça a eu en même temps que le Covid et tout, tu vois, donc les événements, ils fleurissaient doucement, et puis d'un coup, tu as une avalanche, effectivement, et tu te dis, ça vient dans tous les sens. Donc je pense que c'est cool déjà pour nous, forcément, les combattants français, combattantes françaises, parce que ça nous fait une super vitrine et ça nous met enfin en avant où finalement la France elle aussi est un petit peu qualifiée de pays en retard sur le sport et compagnie. Et puis là, tu as vraiment cette espèce d'effet de mode qui sert aussi, tu vois, donc qui nous sert parce que du coup, ça... tout est en ébullition, quoi, tu vois, c'est cool. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'on a assez de combattants français? Je pense que, encore une fois, l'effet de mode va peut-être éveiller des passions et on en aura. Après, c'est vrai que pour l'instant, moi, si je dois parler en tant que combattante, on n'est pas tant que ça finalement en fait en pro, tu vois. C'est, je veux dire, même parfois pour trouver des oppositions en France. Là, tu vois, je devais potentiellement combattre au mois de décembre avant l'Hexagone pour la nouvelle organe Fabio Pinca à Lyon, tu vois. Il organisait son premier événement et en fait, on m'a contacté genre... sans te mentir, je faisais le tapologie pour l'aider aussi à trouver des combattants, genre des 20-25 meufs, parce qu'en France, c'est impossible de trouver quelqu'un, les européennes, c'était compliqué. Bon, après, tu as forcément les facteurs extérieurs où voilà, tu faut pas faire venir une brésilienne ou machin à cause des finances, tu vois. Mais ouais, territoire français, avec toutes les catégories qu'il y a en plus, c'est super compliqué. Encore une fois, en tant que femme. Maintenant, moi, je connais pas assez le paysage du MMA masculin pour répondre à la question, mais dans tous les cas, ça reste une bonne chose. Toi, ça te motive? Tu es encore amateur là, mais ça te motive justement pour vite passer pro, pour essayer directement. Et est-ce que tu voudrais faire ton premier combat pro? Est-ce que peut-être tu t'en fous, tu vois, mais est-ce que tu aimerais le faire dans une organisation française ou alors une organisation… après, les organisations internationales, c'est vrai qu'ils vont venir, vont pas forcément prendre un mec
qui n'a pas combattu une seule fois en pro, quoi. Donc je sais pas si. Non, franchement, mais après, je pense, excuse-moi juste, je pense que vu effectivement toutes les organisations qui arrivent internationales, elles vont parfois prendre des mecs qui pourraient avoir, tu vois, par exemple, des palmarès comme 2-0, 2-1, ou pas beaucoup de combats en tout cas. Bon, en tout cas, ce qui me concerne, non, pour mon premier combat pro, je suis pas j'ai pas forcément vu que ça se passe en France, ou si c'est en France, tant mieux, si ça ne passe pas grave. Ouais. C'est surtout, je pense que moi, j'ai surtout envie que, une fois que je serai bien imprégné dans le MMA, si ça arrive, bien sûr, une fois que une fois que je représenterai quelque chose, là, oui, je viendrai en France pour faire. C'est parce que le premier combat, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr de rien, on a des doutes ou quoi que ce soit, mais voilà, une fois que je me serai bien affirmé, je me sentirai bien dans la cage. Je préférerais le faire au fin fond d'un pays de l'Est et tout, au cas où. Tu fais comme les gens qui se forment en Thaï, ils vont dans une campagne en Thaïlande là, faire leur premier fight, au cas où ça se passe pas comme prévu. Donc, ouais, ça me ressemble quand même. Ça. Ouais. Et tu reviens après plein de certitudes, et là, tu fais le taf. Ça me parle. Ouais. Et vous suiviez vachement le MMA avant, l'UFC, Bellator, je sais pas, avant justement de commencer à vous entraîner? Franchement, moi, pas tant que ça. Pour te dire, quand j'ai commencé un petit peu, comme je te dis, à aller à la SNEC en 2017, il y avait, en fait, c'était mon copain de l'époque qui me disait, Nora, qu'est-ce que tu fais en Muay Thai? Il faut que tu... c'est bon, on fait un move vers le MMA. Et lui, il suivait le MMA, mais genre depuis des années, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser parce que, voilà, dans la nuit de samedi à dimanche ou le dimanche matin, il se réveillait pour regarder les combats de l'UFC et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à porter un intérêt à ce sport. Mais avant, voilà, j'ai été amenée par lui, mais sinon pas plus que ça. Et puis après, une fois que le truc a pris, tu commences à spotter les fights et les fighters qui t'intéressent et compagnie. Et puis après, c'est que depuis dernièrement que je vais regarder naturellement des combattants que je connais pas forcément en fonction des catégories, de ce que je peux voir d'eux, en me disant pas pour regarder par divertissement, même si ça peut être intéressant, tu vois, c'est qu'à un moment, quand tu es combattant pro, tu dois aussi regarder avec un œil plus expert et tirer la substance qui t'intéresse de ça et en faire quelque chose, quoi. What about you? Moi, non, j'ai toujours été très sport de combat. Beaucoup d'anglaise avant. Parce que le MMA pour moi c'était pour les fous. Pour moi ça me semblait trop violent. Donc dans ma tête je regardais quand il y avait des gros combats, McGregor, John Jones, des trucs comme ça. Mais mais je regardais déjà assez de sport, beaucoup d'anglaise. À ce moment tu te disais un jour peut-être que je pratiquerai un sport de combat, mais pas le MMA en fait. Ouais. En fait je me disais mais je suis capable de faire ça. En fait. C'est un truc de malade, mais tu te sentais assez malade pour le faire. Exactement, c'est ça. Franchement, je me dis, mais je suis capable, en fait. Ils sont fous, mais je suis capable. Et puis voilà, il s'est arrivé. Surtout que moi, je suis un mec, je marche à l'instinct. C'est d'un coup comme ça, je me réveille. Vas-y, je vais faire ça. Et puis voilà. Donc, je regardais beaucoup de sports de combat. Et justement, vous regardez qui aujourd'hui, est-ce qu'il y a des combattants que vous suivez un peu, qui vous intéressent? Soit comme ça, par distraction, ou alors pour prendre certaines choses, pour vous inspirer, ou est-ce qu'il y a… C'est pas des combattants en particulier, moi personnellement je regarde souvent par catégorie, tu vois, enfin là je serais incapable de te dire leur nom, mais il y avait un combat qui m'avait vachement intéressé, un combat de mec en 61 kg, où vraiment ça t'a fait sur tous les niveaux, c'était impressionnant, même le scramble, où vraiment c'est quelque chose qu'on voit pas forcément et compagnie, et où ça demande de la gamberge, tu sais, sur le moment, et pas trop non plus parce que tu dois aussi réagir, tu vois, mais non, moi ça va plus être par caté. Bon, forcément quand il y a des nanas en 61 kg, tu vois, je vais regarder, voir ce que ça donne. T'épluches toutes les organisations, en 61. Donc Bellator. En vrai, en fait, tu fais vite One, le tour. PFL. One, il n'y a pas. Oui, il n'y a pas. PFL, je crois, il n'y a pas. 57. Ouais. Bellator, il n'y a pas, c'est 57. Et il me reste l'UFC Invicta. Donc, ouais, non. Donc ça va, la potassée, tu vois qu'elle a. J'ai potassé un petit peu. Mais ouais, après. Et il y a des combattantes que tu as retenues justement? À part, tu parlais de Nunes. Je parlais de Nunes parce que forcément c'est la championne dans ma catégorie. Donc non, franchement,
je crois que je m'étais tapé un petit peu un délire à regarder, à me prendre le top 15 de l'UFC, à regarder un petit peu toutes les nanas en commençant par le bas en me disant bon, je vais regarder le dernier fight, je me souviens d'ailleurs c'était à Abu Dhabi, j'avais du temps à tuer. J'ai regardé donc la 15e, 14, 13 et je me disais ok, elle c'est bon je la passe, elle c'est bon je la passe. Après à partir de la 10e, c'est une nana vraiment lutteuse avec ses oreilles en chou-fleur, d'ailleurs ça m'avait étonné, je me suis dit ah tiens c'est la première que je vois avec des oreilles en chou-fleur. Bref, et j'ai vu… C'est vrai que c'est moins commun chez les filles. Hein. et j'ai vu… non mais chez les lutteuses tu le vois pas forcément, hein. C'est vraiment chez les mecs hein, ce truc des oreilles. Parce que les mecs ils s'en foutent. Hein. Limite c'est un trophée, ils sont contents d'avoir ça. Ouais, tu vois. non mais il y a ça, alors mais je pense qu'il y a vraiment un truc où les nanas sont moins marquées par ce truc. Le cartilage va être plus fin, c'est ça. Je sais pas. Ah ouais, ah bah à étudier, à voir. Ouais. À étudier, voilà. Si quelqu'un a une idée. Hein, exactement, on vous invite à donner vos réponses en commentaire. Et puis après, je me dis, ah ouais, ça se corse à partir de la 10e, la 9e. Mais ouais, après, comme je te dis, moi je suis pas une fanatique des noms. Pareil, tu sais, quand on me demande qui est ton inspiration, machin, de combattant, de blabla. Non, en fait, je m'en cogne de ces filles, tu vois, mes inspirations, c'est les femmes fortes de mon quotidien, tu vois, c'est pas… le combat, il est pas que dans la cage, hein, les combats les plus difficiles, ils sont dans la vie, tu vois, et c'est ça justement qui te donne encore plus de cœur à faire les choses dans ce sport. Non, concrètement… après, en fait, tu regardes juste le top 10 pour savoir qui tu peux te taper. Concrètement, concrètement. Et quand je regarde les fights, c'est soit effectivement tu as l'entertainment, tu as les main cards et forcément personne n'a raté le dernier fight de… mince, c'était qui? Bon bref. Stylebender contre Pereira, c'était… ouais. Ah oui, contre Pereira. Oui, t'as des trucs comme ça que tu loupes pas, quoi, parce que tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Et là, personne ne loupera le retour de ce fight, parce qu'il se dit, mais tu te dis, mais la pression, et en fait, ça aussi, c'est important, intéressant à analyser comment il rentre dans la cage, quel est son regard, quelle est sa démarche, comment il entame le combat. Après, ça te fait botter le cul 2 fois, le pauvre, genre en kickbox. Quand je dis botter le cul, c'est… Non, attention. Il s'est fait voler la première fois, la deuxième fois en kick, hein, donc les deux premiers combats, et la deuxième fois, il menait largement le combat et il se fait surprendre. Oui, et là, il s'est repassé la même chose. Pareil, en fait. Mais pareil, enfin, quand je dis, non, en fait, c'est pas l'expression. Mais c'est vrai qu'à la fin, ce qui reste, c'est 3 défaites. C'est ça. Et c'est que tu te rappelles du résultat, même si t'as fait des combats d'anthologie, en fait, on retient le. Mais mentalement, ça va être dur. Parce que toi, tu sais, nous, on sait. Ouais. Mais la plupart des fans, ils s'en foutent. Ils ont t'as 3 défaites, ferme ta gueule, vas-y. Mais pareil pour la physionomie du combat d'Ousmane, tu sais, le pauvre, genre, tu sais, et c'est pour ça qu'il faut être attentif jusqu'au bout. 5e round, tu te manges pas un vieux high kick, mais tu te manges un high kick, tu dors en fait, alors que t'es en train de mener le combat, tu vois. C'est chaud. Et tu te dis comment… Tu vois, c'est… Donc ça va être ça aussi, quand je suis, c'est parce qu'il y a eu quelque chose, et c'est pour… même analyser plus loin que le combat, en fait. C'est vraiment la psychologie du truc. Mais ouais. Et est-ce que c'est la psychologie, justement, elle est vachement plus, tu vois, compliquée, profonde, etc., tu trouves, en MMA qu'en boxe thaï, par exemple? Parce que déjà, tu as un aspect forcément plus stratégique en MMA. En plus, là, c'est professionnalisé à mort maintenant. Ouais. Et c'est clair que déjà le MMA c'est tellement plus varié, tellement plus complet que l'autre vrai sport professionnel, c'est la boxe anglaise. Donc c'est difficile de comparer avec les autres sports. Oui, voilà. Ouais. Mais la boxe anglaise, le danger vient que des points. Donc déjà stratégiquement, pour te répondre complètement, parce que tu vois. Ne serait-ce que moi, dans ma manière de combattre, tu sais, en Muay, j'étais toujours connue pour être un peu Muay book, marche avant, bam, super agressive. Erreur que j'ai faite lors de mon premier combat où je me dis, je m'en fous, en fait, je sais encaisser et machin, et je vais avancer et je vais débiter. Et tu vois, je m'entraîne beaucoup avec Daniel là depuis le mois de novembre. Et puis il vient du Muay aussi, tu vois. Donc, et puis avec son expérience depuis genre 20 piges UFC et j'en passe, et tous les combattants qu'il a pu voir. Il me dit, Nora, le débit, tu peux plus, stop. Il me dit pareil, genre la marche avant et tout. Il me dit, arrête de bouger dans tous les sens, sois posé, observe et tout. Et c'est vrai que moi, en fait, j'avais tellement pas ce truc d'observer, c'est bim, faut que je rentre dedans, tu vois, parce que
j'ai envie, j'en ai besoin en fait, tu sais, faut que j'y aille. Donc du coup là, pareil avec mon dernier combat, l'avant-dernier aussi, j'ai essayé un petit peu d'attendre et tout, de penser différemment parce qu'effectivement ça vient de 3 niveaux, tu sais pas ce qui peut se passer, faut baisser tes appuis, et puis ouais, psychologiquement pour revenir sur ça, ce qui est vraiment horrible pour moi dans ce sport, et j'espère de ne jamais me prendre ça, c'est vraiment genre je sais pas, premier round, parce que tu t'es mal positionné ou tu t'es fait prendre de vitesse, machin, tu te prends une vieille soumission. Ça veut dire que tu as fait un camp. Non mais concrètement, non mais disons-nous les choses. Tu as fait un putain de camp où tu as saigné, tu as pleuré, tu as eu de la sueur, machin. Le cutting. Chier. Ouais, voilà, exactement. J'allais dire, tu as fait chier ton monde et tout, machin. Et tu te prends une soumission en 45 secondes. Non mais c'est ça. Et puis, du coup, tu ressors du fight, t'es pas fatigué, tu t'es pas mangé de machin, donc ça va, t'as pas de blessure. Juste à laisser ta fierté, ton ego, machin, là dans la cage, enfermé, pareil, clac, clac. C'est tout ce qui s'est passé. Mais c'est genre mentalement. Non, c'est compliqué, hein. Et c'est vraiment ça où je me dis. C'est vrai que t'as pas du tout cet aspect-là, ni en anglaise, ni en pied-point, ça c'est vraiment propre au MMA et puis surtout c'est l'aspect professionnel quoi. Ça peut arriver, quoique c'est vachement plus rare parce que tu as des niveaux équivalents, tu vois, en jiu-jitsu par exemple dans des compétitions de jiu-jitsu enfin ça c'est vraiment propre au MMA, MMA professionnel. Ouais. Surtout, et depuis que justement tu combats pro, comment tu as organisé, tu combats en pro, enfin en MMA, comment tu as organisé ta vie autour de ça? Parce que j'imagine que tu l'as fait. Ouais. Et est-ce que. Ça donne de l'aise. Tu la connais ma vie frérot. Parce que les MMA c'est compliqué. Parce que c'est quoi, c'est le bordel par rapport à ça. C'est ça surtout. J'attends en fait, genre comment elle va mentir en fait là. C'est pour ça là. Bon, je reformule ma question. Tu vas glisser ça pour ne vexer personne et. Comment tu n'as pas organisé ta vie autour de ça? Comment c'était ton métier? Allez, raconte-nous. Ouais, c'est compliqué. Franchement, très compliqué, très compliqué. Parce qu'en gros, pour expliquer à tes combattants ou tes combattantes professionnelles, tant que tu n'as pas intégré une grande orga, et encore même au début ça peut être difficile, tu es payé un peu comme une merde en fait. C'est ça. Tu es payé au lance-pierre. Voilà. Chose, hein. Encore plus quand tu es une femme. Voilà. Rajoutons-le aussi. Tu es payé sur un combat qui peut demander 2, 3, plus en préparation, et puis voilà, tu combats pas. Le rythme idéal au début, ça peut être 4 combats par an, mais tu as rarement ça. Et quand tu es payé, vous faites le compte, hein, quand tu es payé au départ, les premiers combats à 1000 balles, 2000, 3000 balles, bon, voilà, c'est maigre. Ah bah ouais, tu dois cutter ton pourcentage et oui, voilà. Là-dessus, faut retirer pour le coach, le manager, les taxes. C'est ça. Donc t'es pro que de nom au départ. C'est ça, t'es pro que de nom concrètement. Mais par contre, si tu t'entraînes pas comme une pro à ce moment-là, là t'es à 4. Ça n'arrivera jamais. T'es à 4-1. En gros, le but c'est d'arriver à 5-1, 6-1 et puis après intégrer quelque chose d'arriver dans une grosse orga. Bien sûr, ouais. Et là, à partir de là, et c'est là où je me dis, en fait, c'est pour ça que là, j'ai envie de cravacher, d'enchaîner, tant que je suis pas blessé. Et ouais, quitte à, peu importe les critiques que je peux recevoir sur le fait d'enchaîner. J'étais habitué à ça. Si je me sens après, je te dis si je me sens capable de le faire. Je t'avoue que j'ai pas eu le contre-coup tout de suite là après de Souza. J'ai eu genre une semaine après et j'allais à la prépa et je disais à Steve, mon préparateur physique, putain, je suis fatigué en fait. Je suis fatigué. Et en fait, tu vois, pas la semaine juste qui a suivi, mais celle d'après, le contre-coup. Et c'est pour ça, et c'est vraiment d'habitude je l'ai quelques jours après. En moi, j'avais beaucoup quelques jours après. Et tu sais, tu t'arrêtes 2-3 jours, t'es fatigué, t'as envie de dormir, tu laisses passer la semaine de récup et c'est bon, t'es reparti, tu vois. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, en fait, il y a aussi le fait que l'aspect prépa physique, que je te dis que j'ai découvert finalement avec le MMA, et d'enchaîner une deuxième prépa, je me suis dit, ah ouais, c'est dur. Ça bouffe. Et il faut tenir, en fait, parce que sans ça, tu n'y vas pas au fight, en fait. Il faut y aller en étant prête et en continuant à respecter ton planning, en tout cas celui que tu te fais. Et encore une fois, ça aussi, je le fais de manière plus ou moins empirique. J'essaye de m'inspirer en demandant, toi, comment tu t'entraînes, qu'est-ce que tu fais, machin. Et aujourd'hui, oui, non, faut dire les choses comme elles sont. On n'est pas dans une structure complète, tu vois. On a 2 entraînements de MMA, enfin pro plutôt, voilà, pour les gens confirmés. Le corps de séance. Oui, parce que chez les pros, peut y avoir aussi des loisirs, peut y avoir
ça peut être mélangé. C'est ça, c'est que c'est pas des… Voilà, tu as des combattants amateurs, tu as des gens qui veulent… Des loisirs qui veulent tourner dur ou qui veulent s'entraîner c'est ça, dur, qui ont… Ouais, voilà, donc du coup, c'est pas forcément… Enfin, moi, j'ai du mal à cohabiter avec ça par moment parce que… Est-ce que c'est un handicap ça ou je sais pas, t'es la seule femme là-dedans. Après, je suis pas sûr. Bon, c'est souvent comme ça pour les combattants de pro. Sauf exception. Ouais. Mais voilà. Semblant, elle est bien, elle casse la gueule aux gens. Ouais, mais c'est dur quand même. Tu vas te retrouver avec des mecs. Surtout à la FFA, il y a des bons gabarits quoi. Ouais. Encore, tu tournes avec des mecs qui font à peu près ton poids. Je dis pas. Après, ça va, j'ai quand même la chance. J'ai Elder, qui pareil, combat en 61 kg. Donc, puis j'ai tourné avec lui parce qu'on a deux sports différents. Elder Fernandez, lui, il vient de la lutte et tout. Et on aime bien se charbonner. C'est cool parce que ça fait vraiment une opposition de style. Et puis, lui, il a beaucoup plus d'expérience que moi, tu vois. Et c'est vachement cool. Il y a Ordi, il y a Waris. Et donc j'ai quand même. Donc Waris, il combat en 60. Ordi en 70. Donc tu vois, ça navigue, tu vois. Donc j'ai Martin aussi, Martin, le fils de Mathieu tout simplement, qui lui aussi vient de la lutte et qui évolue vraiment bien aussi en boxe. C'est bien parce que là-bas, t'as beaucoup de lutteurs. Du coup, toi qui viens, tu te retrouves en situation pas mal pour. Enfin, ça te teste pas mal à ce niveau-là. T'as eu du mal au tout début d'ailleurs ou pas? Écoute, c'est vrai que c'est. J'ai l'impression que je me défendais pas trop mal, mais dès qu'il y avait un changement de niveau, comme j'étais encore haute sur mes jambes, dès qu'ils ils me surprennent et ils baffent dans les jambes, je me casse la gueule et c'est un peu relou, tu vois. Mais après, ça va comme je me sers aussi de mon physique, Voilà, puis après, parfois, tu as des petits trucs que tu fais naturellement parce que tu vois, on a des petits trucs de projection aussi en Muay Thai, tu essayes d'appliquer, tu essayes de surprendre avec ça et ils s'y attendent pas forcément de cette manière, tu vois. Pareil, au niveau de, tu vois, dès que tu changes de l'accroche pouce-pouce et bim, que tu vas en accroche mouée, exactement. Anderson Silva, il avait fait beaucoup de dégâts au départ quand il arrive à l'UFC là-dessus. Ouais, c'est pas étonnant parce que les mecs n'ont pas l'habitude, pas l'habitude parce qu'il a un clinch tie qui flinguait et son deuxième combat à l'UFC, c'est pour le titre directement contre Rich Franklin. Et Franklin avait dit qu'il avait été surpris alors qu'il s'entraîne avec des lutteurs et tout, par la puissance de son clinch. Quoi. Et tu vois, il se fait remplir de genoux, il se fait déformer, enfin il a le nez en Z. Quoi. Donc, Donc non, par rapport au rythme de vie, en fait, c'est cool parce que Daniel aussi, il a sur 3-4 entraînements par semaine et du coup, je retrouve aussi mes sparring partners là-bas, j'en ai de nouveaux. Et puis de toute façon, il y a l'aspect tu picores en MMA en France tant que tu n'as pas une infrastructure complète. Et même avec ça, il faut aller chercher de toute façon du sparring différent ou des entraînements plus spécifiques. C'est ce que j'ai compris moi. Après, franchement, il y a quand même des structures qui restent relativement complètes, tu vois, je veux dire… Le MMA Factory, c'est vrai qu'il y a une structure là où ils proposent, c'est un des seuls clubs en France où tu as tout rassemblé comme ça. Après, pareil, tu sais, NR Fight, où quand même, ils ouvrent leur salle toute la journée, leur salle au pluriel du coup, et où tu peux, t'es pas avoué à t'entraîner le soir à 20h, quoi. Je veux dire, tu peux t'entraîner matin, midi et soir si tu veux, tu vois. Et ça, puis tu as une grosse équipe féminine là-bas, justement. NR Fight, Jenny Frachet, c'est vrai. Il y a à peu près toutes les combattantes féminines, elles sont quasiment toutes là-bas. C'est ça. Donc, bon. Est-ce que justement la France, c'est un pays pour le sport professionnel, tu vois, est-ce que c'est un bon pays? Pour le sport, tant que tu as une vocation amateur, ça peut aller, tu vois, tu as système fédéral, je pense que pour moi, ça peut être un peu le pire des systèmes, mais en tout cas, il y a des… Tant que tu restes dans l'amateur, ça va. Mais après, dès que tu passes avec une vision professionnelle, ça devient un peu plus dur, non? Qu'est-ce que déjà la perception des gens, tu vois. C'est ça. Quand tu dis aux gens, tu vas être sportif professionnel. Déjà. Parce que en fait, en France, comme je te dis, il n'y a pas cette mentalité sportive. En fait, les gens sont dans un mode où sport égale hobby. En fait, à part quand on va te parler du foot, mais pourquoi ils considèrent ça peut-être comme un métier et encore, c'est à cause de la somme qui touche en fait, tu vois. Et effectivement, c'est là où tu retrouves l'aspect professionnel. Donc alors, c'est quoi? C'est professionnel, c'est la manière dont tu t'arraches dans ton quotidien, ou alors c'est la somme que tu gagnes à la fin, en fait, tu vois. Et c'est vrai que moi, dans les premiers temps, et j'ai dû lâcher malheureusement
malheureusement, tu vois, je me plaisais pas trop mal dans mon taf. J'étais donc planeur stratégique en agence de publicité. Et quand il a fallu commencer à chercher les premiers tafs après l'école, c'est en mode oui, et du coup, la boxe, ça vous prend combien de temps? Et là, tu dois mentir à la RH, quoi, tu vois. C'est genre en mode votre hobby, quoi, tu vois. 2-3 heures. C'est ça, mais tu dis pas par jour. Voilà, tu dis pas par jour, surtout pas. Par mois ou par semaine. Là, tu mens et tout, parce que oui, alors est-ce que vous êtes sûr que vous serez en mesure d'assurer? J'ai dit, en fait, c'est assez simple, et ça, c'était ma super punchline. Je dis, bah, toi, quand tu vas descendre à 19h pendant 2 heures, boire ta petite bière avec les collègues et tout, moi, je serai en train de m'arracher à l'entraînement, on va rentrer à la même heure, je vais peut-être mieux dormir que toi, parce que du coup, j'aurais libéré ce qu'il faut, tu vois. Et non, et je vais venir au taf normalement le lendemain matin, en fait, tu vois. Mais après, il n'empêche que oui, bien sûr que c'est un quotidien éprouvant, parce que c'est fatigant, quoi. Tu fais tes heures au bureau, tu vas enchaîner, tu t'es supposé t'entraîner comme une pro. Et au final, t'es pro dans quoi? Voilà, t'as ton taf, t'as ça, et c'est compliqué. T'es pro dans tout sauf la paye, en fait. C'est ça, en fait, c'est ça. Et il n'empêche que voilà, tu peux faire des résultats. Aujourd'hui, dans ma ville, ils n'ont aucune conscience de... Ça fait très bizarre et prétentieux la manière dont je veux dire, mais la championne que je suis, mais je veux dire des titres que j'ai gagnés, en fait, tu vois. Parce que t'as pas de... Tu vois, je veux dire, mon statut de sportif de haut niveau, parce qu'il y a le décret qui est passé il y a 1 an maintenant, je l'ai eu seulement à partir du 1er janvier. En Muay Thai, ouais. À partir du 1er janvier et juste pour l'année. Et en soi, du haut de mes 33 ans, je ne sais même pas ce qu'il a apporté. Est-ce qu'aujourd'hui, demain, si je retourne… ça t'apporte quoi en fait? Est-ce que si je retourne en agence de pub et je leur dis, bah voilà, alors j'ai le statut, là je m'entraîne telle heure à telle heure, vous continuez à me payer, moi je me casse m'entraîner. Non, concrètement, je pense pas que ça fonctionne. Après, il faut voir. Une agence super intéressée, contactez-moi. mais ouais, non, c'est compliqué. Et c'est pas pour rien que je voulais partir aux États-Unis, c'était mon projet, ça Mathieu le savait de base. J'avais trouvé mon établissement sponsor, j'avais fait mon visa, donc ce qu'ils appellent Exceptional Abilities, un truc comme ça, tu vois, donc un truc pour sportifs, les artistes et compagnie. Bah, Covid et encore Trump au pouvoir, c'est pas passé. Mais quand je vais aux États-Unis, c'est quand tu dis what do you do for a living? C'est I'm a fighter. Et ils sont là, oh, waouh, tu vois, c'est exceptionnel. Et, t'es un super sportif. C'est ça. Aux États-Unis, direct, fighter, c'est super. Mais surtout, sportif. c'est ça en fait. Et tu as vraiment de l'émerveillement et du respect en fait. Va dire ça en France. Moi, concrètement, c'est soit des questions bateau et concrètement qui te font chier en fait, ou sinon c'est oui, d'accord, ok, tu fais du sport, mais tu fais quoi? Alors, on reprend. Je m'entraîne presque autant d'heures que toi, tu travailles, donc non, en fait, c'est ça que je fais. Et il n'y a pas cette mentalité en France. C'est très, très compliqué. On est très en retard, en fait. On est très en retard et je pense que tu me rejoindras là-dessus avec les secrétaires pratiqués, en fait. Bien sûr. Mais par contre, il y a une évolution. Il y a une évolution parce que moi, du coup, j'ai la chance d'avoir des petits frères et je le vois, j'ai un petit frère qui fait du basket et qui est en poly DF à Châtenay-Malabry et je vois les choses qui sont mises autour d'eux. Franchement, c'est super. Déjà, il y a des soutiens financiers, c'est plus facile pour les parents. Parce que voilà, les centres de formation, ça coûte un bras quand même. Là, maintenant, il y a un peu du soutien du gouvernement, des trucs comme ça. Donc, ça prend forme petit à petit. C'est vrai qu'on est en retard. Mais après, j'aime pas quand on dit qu'on n'est pas un pays du sport, par contre, parce qu'il faut savoir qu'en France, il faut le regarder dans toutes les disciplines. De toute façon, on a un vivier de talent, que ce soit dans le foot, que ce soit dans le basket. Aujourd'hui, dans le basket, on n'a plus de complexe. Par rapport aux Américains. Voilà, ils viennent même checker chez nous maintenant. Et dans les sports de combat, là aussi, on commence à s'affirmer. La preuve, avec ce que ça dit Fred tout à l'heure, les organisations qui viennent, en fait. C'est ça. Et voilà, et même pour faire un petit check au football américain, moi, je sais que on n'a plus de complexe. Après, bon, voilà, ça reste un sport très américain, donc ils sont très conservateurs. Mais voilà, il n'y a pas de... En tout cas, chez nous, en France, voilà, on a les athlètes qu'il faut. Franchement, on a les athlètes qu'il faut. Et donc, les choses vont se développer petit à petit, parce que... Et le football américain, tu l'as dit, effectivement, on a des noms en tête, effectivement, des basketteurs français qui ont réussi aux États-Unis. Parce que le marché, il est là-bas, on est d'accord, de toute façon. Et le foot américain, c'est le cas. Il y a des Français qui sont arrivés à s'exporter, enfin, qui ont été importés plutôt par... Oui. Là, le plus récent, c'est Anthony Mangou. Big up Anthony. Du coup, c'est le plus jeune que j'ai en tête. Après, peut-être il y en a d'autres, mais moi, je sais pas. Bon, j'ai que lui en tête, là. Mais ça reste dur quand même. C'est le chemin de croix pour y arriver, alors que je pense que nos joueurs, ils ont potentiellement... ça s'est bien développé, le football américain en France. Et est-ce que tu penses que ça peut arriver à quelque chose? Parce que le basket, il y a une culture commune du basket, même si ce n'est pas le même basket exactement pratiqué, mais quand même,
En Europe, tu as ça. Par contre, le football américain, ça n'existait pas du tout au départ. Bah oui, non, franchement, j'y crois. Franchement, j'y crois. Même si tu as le rugby quand même. Ouais, et c'est ça aussi. Ouais. Mais j'y crois, parce que là, il y a des choses qui sont mises en place. Donc là, déjà, il y a une ligue européenne là, qui a été mise en place. Où franchement, c'est pas mal. C'est beau à voir aux yeux déjà. Après, le niveau, je sais pas ce que ça donne. Mais voilà, ça donne déjà envie de regarder. Et comme je le dis, vu les viviers qu'on a déjà en France, après, je sais pas dans les autres pays comment ça se passe, il y a de quoi faire. Je serais pas étonné si d'ici peut-être 5 ans, 10 ans, on se retrouve avec, je sais pas, peut-être 5, 6 joueurs français en NFL. Tout ça. Tu parles même pas du truc le plus important. Tu as dit Ligue européenne, mais à quoi surtout? De quoi? L'équipe de Paris. Oui, l'équipe de Paris. Bah ouais, qui a été créée là. Ah ouais, Et c'est incroyable pour leur sport en fait. C'est ça, une Ligue européenne qui a été créée. Et il y a une équipe française, la seule équipe française d'ailleurs pour l'instant. Et ouais, c'est Paris Saint, je sais pas quoi. C'est les Saints de Paris, n'est-ce pas? Les Saints de Paris. Putain, il s'y connaît mieux que toi. Ouais, non, t'as décroché totalement. C'est cool. Laisse-moi faire le buzz un peu là. Non mais tu dis pas les choses importantes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, franchement, c'est vrai. Est-ce qu'il parlait de Muay Thai tout à l'heure? Ah non. Franchement, ici, on a une information complémentaire. Et tu vois, regarde, tu parles du foot US, mais pareil, tu vois, tu es passé à côté d'une opportunité, mais il n'a pas dit que lui, il a eu aussi une médaille d'or au World Games en allant faire du foot US. Tu vois, il faut mettre ces sports-là en valeur. Ils sont déjà pas mis en valeur dans les médias. Non, mais c'est vrai, c'est l'occasion en fait. Alors comment on gagne une médaille d'or là-bas et comment ça s'est... En fait, c'était pour les World Games. Et avec l'équipe de France, on a gagné une médaille d'or. En foot US, alors le World Games là-bas, c'est quoi? C'est le même format que le foot US qui se joue aux États-Unis, tu vois? Ouais, sauf que là, c'est un format amateur. Ouais. C'est un format amateur. Et après, voilà, ça rejoint un peu Nora ce qu'elle disait. C'est un format amateur, mais avec des joueurs extrêmement expérimentés. Ah ouais. Et donc voilà, ça joue pour de vrai. Donc tu as une équipe américaine, tu as une équipe... Ouais, il y avait une équipe américaine, mais par contre les joueurs des États-Unis, c'est pas ceux qu'on retrouve en NFL. En général, on y retrouve des joueurs universitaires. Ouais, mais j'imagine que le niveau déjà... Ouais, bah oui, ça ne pas. Par contre, par exemple, en Allemagne, c'est un niveau semi-pro et même pro, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et là-bas, par contre, on y retrouve dans l'équipe d'Allemagne. Ah ouais, c'est mieux développé en Allemagne. Ah oui. C'est quoi les pays de... c'est intéressant, c'est quoi les pays d'Europe où c'est mieux développé, c'est pas mal développé? On a l'Allemagne, l'Autriche, et il y a la Pologne où je trouve qu'ils ont des belles structures. Voilà. Mais malgré tout ça, en France, pour moi, on a les meilleurs viviers. Voilà. Ils ont les structures, ils ont des pépites aussi. Mais nous, par contre, c'est chaud. Il y a des athlètes là, surtout en région parisienne, tout ça. Ah ouais, donc ça pousse quand même pas mal. Franchement, Et toi, justement, d'un point de vue professionnel, t'arrivais à vivre uniquement de ton sport? Non. Du basket et du foot? Non. Le basket, étant jeune, j'étais jeune, j'étais chez mes parents, il y avait des primes de match, c'était trop bien. Mais c'est vrai que non, le foot US, c'est pas possible. C'est chaud, à part si tu fais 2-3 magouilles là, mais en passant par l'étranger, tout ça. Là, tu mets un bip. Mais non, c'est dur. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, et c'est dommage d'ailleurs. Donc, et le basket aussi, ça bouge. Le truc, c'est que en fait, le foot, parce que la situation des deux sports est différente. Parce que le foot US, c'est le même que celui qui se joue aux États-Unis. Le foot US qui se pratique en Europe. Alors que le basket, c'est un autre basket que le basket américain. C'est le même, mais il est un peu différent. C'est vrai qu'il y a la règle FIBA d'ailleurs qui est différente de celle de la NBA tout simplement. C'est vrai qu'en NBA, le basket américain, il penche plus vers le spectacle. Et nous en Europe, c'est plus musclé, exactement, c'est plus contact. Ça favorise le nombre de points, surtout on trouve des scores à 140 points, des trucs comme ça, alors que nous ici, quand tu regardes nos matchs, des fois ça se termine à 60 points, la moitié d'un match aux États-Unis. Mais donc, ils sont dans le show, le business, le show, c'est faux. Tu vois, c'est ça, c'est le spectacle. Et il y a une évolution vers ça un peu ou pas? Parce que j'imagine qu'ils voudraient bien, le basket européen voudrait bien remplir les salles. Franchement, surtout cette année-là. Et on voit bien qu'au niveau de la Fédération française de basketball, il y a un réel glow-up, surtout que là, cette année, on a un joueur qui s'appelle Victor Wembanyama, qui risque d'être le premier choix de la draft au NBA. Franchement, ça serait une première. Un premier joueur français à être drafté numéro 1 de la draft, ça serait fort. Donc c'est vrai qu'autour de lui, il y a toute une... Il y a un vacarme tout autour de lui, donc ça fait du bien. Ça met le basketball français en visu et puis ça fait évoluer les choses. Ça donne ce côté spectacle, on retrouve des gymnases remplis, des gens qui sont là, des célébrités dans les gymnases français, c'est lourd, c'est fort.
Alors, transition idéale pour aller vers le show. Jusqu'où on peut faire du show en MMA, par exemple. Tu vois les youtubeurs ou tu vois, les influenceurs, etc. Les frères, bon, après, les frères Paul, ils ont surtout Jack Paul, il a quand même pas mal confirmé. Enfin, en tout cas, on ne sait pas quel est le taux de vérité dans ses combats, tu vois. C'est ça le truc. Est-ce que vous pensez que déjà, c'est des vrais combats, tous les combats qu'il a fait? Là, il a quand même exterminé pas mal d'anciens de l'UFC. Même si c'était en boxe, on est d'accord. Mais on sait bien que déjà la boxe à la base, depuis les détours, c'est un sport qui n'est pas très réglo. Déjà c'est ça, bases. tu fais glisser ton petit billet pour te coucher. De base, et dans ça. Après, moi je pense que c'est des athlètes en tout cas. Personnellement, quand je les regarde s'entraîner ou quoi que ce soit, on est d'accord. Les mecs qui savent cogner. Après voilà, c'est pas Mohamed Ali, mais franchement voilà. Ils tiennent leur round, à la fin des combats, ils sont pas l'article de la mort, donc moi je pense qu'il y a du vrai mais du faux aussi. Ouais. Du vrai et du faux. T'en penses quoi toi? Très honnêtement pour moi, je peux pas dire que tout était truqué, mais pour moi concrètement, quand tu regardes le truc, tu l'as dit toi-même, des anciens de l'UFC, des anciens d'organisation, ça veut dire des mecs qui n'ont plus touché leur salaire qu'ils avaient en étant combattant à l'UFC dans ces orgas-là. Donc il y a une espèce de decrease de la paye et de tout ça. Ils se disent purée. Donc il y a ce YouTuber qui est ultra suivi, qui intéresse les orgas, qui est ultra médiatisé, forcément il va faire de l'oseille. Et ils se disent bon finalement je peux bien mettre je sais pas mon ego ou ma fierté de côté, on propose je sais pas genre $1 million, je vais aller me coucher pour $1 million quoi. Je vais assurer mes vieux jours. En vrai, est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? Je sais pas. Ou même je vais me laisser caoter, tu vois. Enfin, je pense que tout concrètement, franchement, après voilà, je sais qu'on n'est pas dans un monde des bisounours, mais si c'est ça, c'est chaud pour la discipline quand même. C'est chaud, ça je suis d'accord avec toi. Mais c'est ce que je me disais et franchement, c'est un peu effrayant. Ça me. Quand tu regardes l'histoire, tu parlais du monde de la boxe qui n'était pas trop réglo. Tu regardes l'histoire de la boxe anglaise, c'est le nombre et même des grands combats qu'on a regardés avec des yeux innocents. Quand tu vois tous les trucs, tu vois, la carrière de Rocky Marciano, même si c'est un grand champion, mais tu as la mafia derrière, tu vois. Donc, et il n'y a aucun boxeur, je pense, qui a pu vraiment se faire, surtout à l'époque, tu vois. Et de penser que ça a totalement changé aujourd'hui, je pense que c'est vrai que on aimerait le croire, on aimerait. Ce serait naïf. Tu parlais Amanda Nunes, donc sa défaite là, elle est pas bizarre quand même, tu vois. Contre Juliana Pena là, moi j'attendais de voir la revanche justement pour voir un peu. Parce que le premier combat, on a l'impression qu'elle se laisse taper quand même. Tu te souviens du combat ou pas? Mais elle a l'air fatiguée. C'est ça. Elle a l'air et même à la fin, elle est contente. Enfin, elle est contente. Je sais pas quand tu. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment tu peux être content d'avoir perdu un combat comme ça, alors que tu es sur un nuage. T'es genre invincible. Et c'est vrai qu'elle dérouillait tout le monde. Et surtout, ce qui est louche, c'est qu'après, tu vois, ils ont interdit. Il y a eu plein d'histoires derrière les paris. Avant, tu avais interdiction des joueurs de parier sur eux ou contre eux, etc. Enfin, mais maintenant, c'est même tout l'entourage. Ok. Tout l'entourage du combattant, plus personne n'a le droit de parier. Comme par hasard, justement, il y a eu plein de combats pour moi qui étaient louches, même le retour de McGregor contre Cowboy. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est très louche. Ouais. Je sais pas, tu nous le diras bientôt, Laura. On fait des lycées, tu nous le diras. Si j'ai le temps de te faire assez d'années. Mais ouais, c'est vrai qu'en vrai, ça se discute. Et en vrai, à la fois, j'étais hyper, on va dire, dur par rapport à… tu vois, je me dis, mais comment tu peux laisser… Tu vois, c'est quand même ton honneur, c'est quand même les valeurs martiales et compagnie, tu vois. Et en même temps, tu te dis, t'en as tellement pris dans la gueule. Et en fait, quand tu vois la réalité du terrain, c'est que t'es tellement mal payé, t'es tellement pas tant considéré et tout. T'as fait ces années de sacrifice, t'as peut-être une famille et des gosses et tu te dis, ah bah là, on me propose un truc où je peux assurer mes arrières et les arrières de ma famille. Tu te dis, en fait, bah finalement, la fin du chemin, c'est peut-être que quelque part, ça, je dois le faire pour avoir… alors, je pense que ça fait hyper mal intérieurement. Mais enfin, c'est quand même ultra triste de devoir se dire ça, en fait. De se dire,
bah, c'est quand même dur, quoi. C'est ce qui te fait vivre, ce qui fait vibrer ton cœur. Et tu te dis, bah, peut-être que je dois faire ce truc à cause de maintenant 2023, la hype, les réseaux, les médias. Et c'est horrible, c'est horrible. Et en fait, toi c'est quoi, je sais pas, parce que ça se trouve, il va nous la sortir dans 10 piges, genre le podcast, Fred, donc je vais pas répondre à cette question. Je pense que tout est dans... Non, je pense surtout que les mentalités auront encore évolué et que les combattants seront mieux considérés, que les combattantes seront mieux considérées, qu'elles n'auront pas besoin de faire leur Instagram et des OnlyFans et des mailles, je sais pas quoi, mimes, machin, montrer leur boule pour faire du follower et des vues. Mais ouais, non, mais ouais, bah, oui, forcément, t'es pas contre, hein, bah oui. Non, mais je trouve ça dommage parce que du coup, aujourd'hui, il y a des nanas qui ont des opportunités avec un record pas forcément fameux et parce qu'elles ont des, tu vois, et c'est ce qui fait, parce que voilà, bah oui, on a une ère où le sexe fait vendre et machin, et tu te dis ok, assez sexy, assez machin, bah je la fous dans une cage et je trouve ça dommage en vrai. C'est la féministe qui est en moi qui parle et qui aurait être bien plus revendicative que ça, mais je vais me calmer parce que voilà, c'est... Non mais voilà, de toute façon Et le départ alors c'est quelque part c'est lié, on parlait du traitement, du mauvais traitement des combattants, le départ d'Ngannou du UFC. Et justement qui pourrait faire un combat contre Tyson Fury, qui lui a proposé les petits gants, donc les 4 onces, la cage. Bon voilà, je pense que c'est un combat qui... Moi je pense que de plus en plus, je pense que le combat est déjà signé, que Ngannou ne serait pas parti de l'UFC, surtout pour s'asseoir sur cette proposition que je crois crédible. Hein. Ils ont parlé de 8 millions par combat. sans parler du pay-per-view, 8 millions par combat. Donc ça commence à être très décent, surtout par rapport à ce qu'il avait touché sur le dernier combat. Contre Cyril, il avait touché 600 000. Donc là, je pense que moi le combat est déjà signé. Et qu'est-ce que ça vous inspire, ça, le fait que Ngannou puisse être lâché? Parce que aussi quelque part, ils ne sont pas allés plus loin. Est-ce qu'ils pouvaient garder Ngannou, sachant qu'effectivement s'il fait un combat contre Tyson Fury, là, en un seul combat, il peut se faire 20, 30 millions. Bon. C'est ce qu'il a fait dans une carrière. Il faut voir où il en est. On ne sait pas, enfin, on ne le connaît pas personnellement. Il n'y a que lui qui sait ce qui est dans sa tête. Là, en tant que spectateur, est-ce que c'est un combat qui vous branche, par exemple? Est-ce que vous dites, ah ouais, il a bien fait de se barrer, qu'il fasse au moins ce combat-là, on veut voir ça? Franchement, ouais. Est-ce que ça vous intéresse, un combat pareil? Bien plus que ce qu'on a pu dire au sujet des frères Paul et compagnie, parce que là, en fait, tu as quand même un combat, enfin, tu as 2 combattants qui sont encore dans leur. Voilà, tu sais, qui sont au sommet. C'est ça, en fait, tu vois. Ils sont tous les deux au sommet. Donc, ils ont trouvé un terrain d'entente, même si pour moi. Je sais pas si l'avantage va quand même à Tyson Fury parce que bon, c'est quand même un monstre en anglaise et Ngannou, même s'il est hyper puissant, voilà, il vient pas de l'anglaise, mais c'est vrai que le choix du terrain, à savoir la cage, ça peut vraiment mettre voilà, en instabilité parce que moi, je sais que la première fois que je suis rentré en plus la cage du FFA Challenge, elle était énorme, tu vois, c'est vraiment genre la plus grande. C'est la même taille que l'UFC. Hein, je me suis dit, je suis où en fait? Et en fait, j'avais pas de repère dans l'espace. Et en fait, c'est fou parce que tu te dis, ça peut changer la physionomie d'un combat. Parce que tu sais, moi, j'ai l'habitude des cordes. Donc quand tu recules, tu sais où est-ce que tu vas te trouver, tu vas tourner, tu sais, par rapport aux cordes, par rapport au centre. Et là, concrètement, si Tyson Fury il passe pas 3 mois à faire de la boxe anglaise dans une cage, moi je pense que c'est ce qu'il va faire avec les moyens qu'il a. Il aime bien parfois boxer dans les cordes en plus. C'est ça. Il aime s'en servir et là, bah, ce sera plus la même chose en fait. Avec, tu peux rebondir sur la grille, mais tu peux pas faire grand chose d'autre. Enfin, tu peux pas. En tout cas, tu peux pas t'en servir comme des cordes. C'est vrai que s'il y a en plus les rounds de 5 minutes, entre les rounds de 5 minutes, la cage, les petits gants. Ça commence à donner pas mal. Un truc que tu es habitué, un format que tu es habitué à respecter depuis des années, là on te change tout le truc, même si c'est ta discipline. Peut-être que effectivement, non, ça va être super intéressant. Clairement, ça va être intéressant. Donc ça rééquilibre en tout cas à mort, ça rééquilibre vachement le combat. Toi, tu donnerais qui et combien tu donnerais pour voir le combat? Enfin, à quel point le combat, il te. Tu vois. Ah non, c'est un combat à voir. Dans tous les cas, c'est un combat à voir. Et bon, parce que c'est ça le truc, c'est que maintenant qu'ils ont parlé de ça, ça me semble. Enfin, franchement, la terre entière va se mettre à chialer s'ils ne font pas ce combat, quelque part. Parce que c'est quand même franchement, moi je préfère voir Ngannou, parce que là c'est le combat de la boxe anglaise contre le MMA sur un terrain équilibré, ça n'a jamais été fait. Le combat McGregor contre Mayweather, c'était pas ça du tout. C'était un combat d'anglaise. Mais toute personne sensée
qui connaît un peu le combat, savait très bien que McGregor avait aucune chance. Ouais, bien sûr. Zéro. Bien sûr. Dans ces conditions-là, c'est pas possible. C'est clair. Pas possible. Mais là, c'est les deux au sommet. T'as un bourrineur, t'as un chaoteur d'un côté, donc Ngannou, et l'autre, t'as un technicien de dingue. T'as un technicien de fou. Avec un corps de malade. Non, franchement, moi. Vraiment de malade. Ça risque d'être difficile pour Francis, je pense. Ouais. Ça va être dur. Ouais, non, concrètement. Parce que s'il se laisse. Parce que quand tu regardes Fury, comment il danse dans un ring de boxe, comment il bouge, il est relou à toucher. Et même quand tu touches, en général, tu arrives en fin de course, ça va être compliqué. Surtout qu'avec les petits gants, ça lui donne aussi l'avantage parce qu'il tape quand même. C'est ce que j'allais dire en fait. Il snap avec des tailles 4. Si on touche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut aller vite. Hein. 7, non, mais ça peut aller vite. Ça comme ça. Après, voilà. Parce que la réalité. Après, Francis, il touche par contre là. Ouais, mais Francis, il touche, mais est-ce qu'on sait vraiment comment il encaisse? Vraiment. Francis? Ouais. Ah ouais, moi j'ai contre un boxeur. Moi j'ai peur de ça. Ouais, non, mais contre un boxeur. Et même, je veux dire, dans ses combats et tout, qu'il a vraiment touché durement. Franchement, contre un boxeur en catch, je pense que personne ne peut vraiment trop encaisser. Enfin, même un boxeur lui-même, il ne va pas s'encaisser lui-même. C'est chaud. Franchement, ça risque d'être compliqué. Après, on ne sait pas, parce que c'est des tailles 4 qui te disent, ça se trouve, Fury va partir sur un bras arrière, poum, il va casser sa main, on ne sait pas. Ah ouais. Tout est possible. On ne sait pas, franchement, on ne sait pas. Ouais, ça aussi. Non, mais c'est à voir. En tout cas, c'est pas mal, c'est bien. Après, voilà. Moi, la seule chose qui me gêne, c'est que ça ressemble à quoi après maintenant Fury qui met des oui, sur le plan sportif. Francis qui, je sais pas, il y a les règles, c'est quoi? Ça s'appelle comment ce qu'on fait là du coup? C'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. On revient un petit peu. C'est ça qui me gêne un peu. Après, mais bon. On revient un petit peu au débat de dénaturer les sports, quand tu me parlais du One en Thaïlande, et voilà, en fait, tu dénatures le truc en fait. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un déplacement, parce que le combat, le premier grand combat qui s'était fait comme ça, donc mélange anglaise, deux stars et mélange anglaise MMA, c'était sur le terrain de la boxe anglaise. Là maintenant, ça serait la boxe anglaise qui voudrait venir sur le terrain, du MMA. Tu vois que tu as vu on est en train quand même de pencher du côté du MMA. Enfin, le MMA est en train de bouffer pas mal de parts, enfin, de rentrer vraiment dans la tête des gens. Quoi. Non, c'est bien pour c'est bien pour le MMA après. Ouais. Oui. Là, pour le coup, ça serait. Je pense que. Bon, sauf si Francis prend un KO en 10 secondes, peut-être. Non, je pense pas, ça va prendre du temps. Quelle tristesse. Ça va prendre du temps. Fury, il ne fait pas dormir tout de suite. Ça donnerait une descente d'organes, ça, quand même. Petit à petit, un petit feu. Non, c'est clair. Mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, ça va voir. Non, clairement. Ouais. J'espère que ça va pas être un combat dégueulasse où ils vont s'attraper tout le long, là. Et bon, après… Je pense pas. Tu penses pas? T'as quand même rarement une occasion de te coller autant dans un terrain aussi grand que la cage. En plus, si c'est une grande cage, tu peux le faire dans le ring. En plus, tu te sers du rebond des cordes et tout, machin, tu te jettes un peu et tout. Tu sais que t'es archi limité dans un ring, tu vois. Mais là, une cage, bon après, encore une fois, il faudra voir si j'utilise une petite cage, c'est du pareil au même. Auquel cas, ils peuvent se coller, tu vois. Mais c'est vrai que, bon, on espère que… Ils font pas naître une hype autour de ça pour être déçus en finalité. Pour rien, comme ça a été le cas dommage. Pour plein là, on en a parlé pour 5 minutes pour rien. Là, on serait deg. C'est ça. Non, mais d'un point de vue. Parce que même la cage, comment le format il va se passer? Ça veut dire quoi? Francis, il va avoir le droit de faire un contrôle sur cage et frapper en même temps? Ou on n'aura pas le droit d'attraper la cage? Ou je sais pas, on n'aura pas de contrôle sur… Je pense qu'il n'y aura pas de dirty boxing. Déjà, si Fury il accepte le… Enfin, t'as forcément du dirty boxing un peu quand tu boxes de toute façon. Et puis après, comment t'arbitres ça quoi? Enfin, c'est compliqué. Ça serait un bon précédent. Et à mon avis, qui pourrait… parce que là, les combats justement dont on parlait c'est qui? Ouais, c'est Jack Paul qui a fait… C'était des combats qui étaient pas en faveur du MMA forcément. Même si ça pouvait être truqué et tout, mais clairement, un mec du MMA, il vient sur le terrain d'un boxeur. Même si là en l'occurrence c'est pas un boxeur, mais il vient faire de la boxe, c'est quand même vachement différent. Alors que là, on pourrait avoir effectivement des crossovers comme ça, enfin tu vois, des combats hybrides entre des boxeurs et des mecs du MMA. Et il y aurait un format à trouver là qui serait avantageux à la fois pour le MMA et pour la boxe. Un nouveau type de promotion, tu vois, peut-être qui pourrait naître. D'ailleurs, ça se trouve. C'est l'idée derrière ça. Francis, il pense peut-être à ça, puisque lui, c'est un amoureux de la boxe au départ. Donc, il a fait sa carrière dans le MMA, mais il adore la boxe. Et la preuve, il y revient encore. Donc, à voir. À voir.
Bon, une dernière question pour la route. Yeah. Si tu as une proposition en même temps du Bellator et de l'UFC, et si le Bellator te paye plus, tu vas chez qui? Ou si le Bellator, forcément, tu as plus de liberté, tu vois, avec le Bellator, l'UFC, c'est marche ou crève. C'est ça. Ouais. Après, le Bellator, faudrait qu'il crée ma catégorie, parce que du coup, ce serait m'appeler que pour un super fight, auquel cas ça m'intéresse pas. Bon, arrête. Ah, ils n'ont pas de 61 Non, ils n'ont pas de Bellator. 61. Bon, t'as quel autre orga qui a des 61 Il y a l'Invicta, Les du coup, qui est Virtual. un petit peu l'antichambre de Invicta. Ah, aussi. l'Invicta, ouais. Ah oui, c'est ouais. ouais. C'est, après, orga 100% féminine, ça me dérange pas. Ouais. Mais non, concrètement, comme je dis, ouais, ok, l'UFC, t'as une hype et tout, machin, mais c'est pas forcément genre cette vie-là que je veux. Moi, tu sais, au bout d'un moment, c'est juste que je veux vivre de mon. Oui. Ouais, enfin, ouais, voilà. Oui, parce que je te dis, ça peut être une autre orga, effectivement, une Moi, orga justement européenne, Ouais. parce qu'on parlait tout à l'heure du KSW ou ça, de en l'Octagone. fait, ouais, tu vois, Ils peuvent effectivement vouloir jouer sur ce tableau. Ouais. Ouais, bah moi aujourd'hui, moi c'est l'organisation qui me payera le plus et avec laquelle pardon, j'aurais où j'aurais pas l'impression d'être une espèce de pièce de viande, tu vois, machin. C'est respect dans le contrat et c'est quand même vachement important en fait. Donc l'UFC c'est bien joli et tout, mais c'est juste pour dire je suis à l'UFC, mais en fait tu peux sauter à tout moment, tu sais pas quand tu combats, t'es pas forcément bien payé. Je vois aucun intérêt à aller à l'UFC. Moi aujourd'hui j'ai fait des années de sacrifice justement pour pouvoir être reconnue en tant que combattante professionnelle, et quand je dis professionnelle c'est être payée pour justement ce que je fais en termes de préparation et prise au sérieux. Et c'est comme quand tu te fais employer par quelqu'un, en fait, c'est le même principe, c'est être payé pour mes compétences, quoi, et pas... Donc voilà, ouais, non, pas forcément l'UFC, l'organisation qui me proposera un contrat solide et avec une paye, voilà. Murphy, toi, tu regardes les deux catégories, les poids lourds ou le 93 ouais. Ouais, moi je scrute, moi. Et alors, justement, il y a un combat aussi intéressant là, qui vient de l'un à l'autre. Justement, le combat, pas parler de ça, de Jones contre Cyril. Ouais, contre Cyril, ouais. Cyril Gane, que tu connais aussi du Muay Thai. Ouais, exact. Donc on va finir là-dessus. Ouais. Déjà, le prono pour le combat là. Jones qui revient Don Cezou 3 ans après, qui prend Cyril directement pour le titre chez les poids lourds. Ça vous inspire quoi ça? Ça nous inspire la même réaction visiblement. Je laisse commencer. Non, outre l'énormité du truc déjà, c'est c'est incroyable. Classe, déjà, je suis juste super contente pour Cyril en fait, parce que c'est rigolo, parce qu'à l'époque, quand on parlait de ça, et comme je te disais, quand j'ai découvert un petit peu le MMA, l'UFC, tout ça à l'époque, et mon copain de l'époque qui était très ami avec Cyril en parlait, ce sera un truc de ouf, Cyril contre John Jones, et j'arrête pas de repenser à cette conversation. Et il t'avait parlé de ça déjà hein? Ouais, genre cette conversation, elle remonte à 2015 en fait. 2015 en fait. Et genre tu te dis, je te jure, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est incroyable la vie quand même. Mais il voyait Jones passer chez les lourds quand il pensait à ce combat. Ouais. Cyril, je sais pas s'il le disait comme ça ou quoi, mais ouais, visiblement. Parce que Cyril, il faisait à peu près 100 kilos, il aurait même pu descendre, il aurait pu faire carrière dans 93 aussi, éventuellement. C'est vrai. Et pour finir là-dessus, donc, toi, les combattants que tu suis en 93 et en lourd, et que tu aimerais bien. Affronter un jeu. Un combattant que j'aimerais bien affronter. À qui t'aimerais bien casser la gueule à l'UFC? À l'UFC? C'est ça la vraie question. Bon, franchement, je sais pas, j'y pense pas encore. Ouais. Mais bon, après, voilà, je regarde aussi beaucoup de combattants français. Hein. Ouais. Franchement, en 93, j'aime bien Oumar Sy. Ouais. J'aime bien Kevin Oumar. Ouais. En poids lourd, je regarde beaucoup Prince Anoula. Et Cyril aussi. Ouais. Du coup. Et puis voilà, après je fais tout. Après je regarde vraiment tout. Hein. Franchement, ça c'est mon côté sportco là, on regarde tout, on regarde les autres. Je scrute tout, je regarde tout. Mais bon, après voilà, ceux que je viens de citer, c'est des mecs que j'ai ma petite cloche.
Mais tu vois, cela dit, c'est le truc et qui serait pas mal en fait, sur lequel tu aurais pu rebondir quand tu as parlé de ces sport co, c'est que parce que c'est un truc qu'il avait noté quand même Murphy par rapport à comment est fait cet aspect professionnel du MMA, que peut-être tu retrouvais un peu plus par rapport à comment sont préparées les choses stratégiquement et compagnie. Tu trouves ça un petit peu décousu en MMA par rapport au sport que toi tu as fait. Et parce qu'il m'a fait part de je suis vraiment choqué sur la manière dont ça se passe et tout. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir ce regard extérieur. Parce que tu te dis, en fait, je galère, mais je suis pas folle. C'est vraiment, c'est vraiment spé. Non, si, c'est vrai. Bah, je sais pas, dans la préparation, je m'attendais à ce que ce soit plus spécifique. Qu'on soit beaucoup plus dans l'analyse. Et oui, par rapport au sport collectif. Oui. Moi, mais c'est vrai que le basket et le football sont vachement. Tu filmes tout, tu analyses tout, au moindre. Tu vois. Il y a un aspect ultra stratégique et très pointu. Le football américain, mais qui est, par exemple, des fois. En Coupe d'Europe, on avait joué contre une équipe allemande, la Francfort, et le défenseur en face de moi, il connaissait tous mes mimiques. J'étais choqué, franchement, j'étais. Il me disait, toi, tu vas faire une course, toi. Il me disait ça en anglais. Je me dis, oh là. C'est génial. J'adore. Et au basket aussi, c'est pareil. Moi, au basket, je regardais, je savais tout du mec contre qui j'allais jouer. Et là, c'est au MMA, je m'attendais à ce que ce soit plus comme ça, et c'est un peu moins. Après, c'est peut-être, je sais pas. Parce que j'ai pas encore, à part, c'est vrai que là je côtoie Nora, du coup, dans le sens où je la regarde se préparer et tout ça. Je sais pas comment ça se passe encore plus haut. Peut-être que c'est comme ça, mais je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus maniaque. Ça m'étonne pas. Enfin, ton étonnement m'étonne pas parce qu'en fait, il y a plein de. Le MMA, c'est un sport relativement jeune et qui s'est fait vachement sur le tas. Et sur le tard pour certains trucs, quoi. Donc effectivement, c'est l'aspect comme ça hautement stratégique jusqu'à la psychologie, quoi, psycho-stratégique en fait. Je pense que c'est pas très évolué. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, quoi. Et à mon avis, les grands entraîneurs, ils peuvent faire la différence. Et je suis d'accord avec toi. Ils l'ont pas forcément sur le mode analytique, mais ils l'ont sur le mode instinctif. Moi, je vois les grands entraîneurs, c'est ça. Ils vont avoir l'œil. Tu vois, ils ont l'œil et tout. Tu parlais de Daniel tout à l'heure. Voilà, bam, il voit l'autre, l'adversaire, il le voit. Là, il va te donner un conseil, directement que tu peux appliquer. Ou juste avant, il ressent les choses. Il a vu le mec et tout. Il va te faire préparer quelque chose, quoi. Super, ça c'est fort ça. Donc juste avant, une combinaison, mais même où il y a plein de trucs. Comme on dit, le haut niveau, c'est dans les petits détails. Et moi, des trucs que je pensais savoir faire depuis genre 10 pieds, je me dis non, mais là, ton crochet, machin. Et je lui dis Et je l'envoie différemment et je dis Genre, t'as l'impression de redécouvrir la vie, quoi, concrètement. C'est flippant. Hein, Et même, tu dis sur le tard et tout, avec peu de moyens, mais au final, tu vois, pour mon dernier combat à l'Hexagone, j'avais un photographe qui me suivait, qui est en l'occurrence un ancien coach de l'équipe du Flash. Donc de football américain, donc la plus grosse équipe de France, donc qui est située à la Courneuve. Et il est venu me prendre en photo pour mon dernier sparring et compagnie. Et il me dit, je suis vraiment surpris du fait que vous n'avez pas de caméra ou pas de quoi filmer et que vous n'allez pas analyser ton dernier sparring avant ton combat. Il me dit, je comprends pas. Il me dit, et pourtant, en termes de moyens, en soi, t'investis dans 2-3 GoPro, tu les attaches à la cage. Et il me dit, et tu le fais ton truc à 360. Et il me dit, mais bon, peut-être que vous allez comprendre petit à petit, tu vois. C'était mon coach. C'était mon coach en plus. C'était ton coach. C'était mon coach en plus, incroyable. Donc, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Et je parlais un peu de PFL, justement. Justement, c'est ça, j'allais en venir là. Parce que quand tu regardes une ligue comme la PFL, moi je regardais, où ils notent tout. Donc je pense que ça va vers ça. Les statistiques et tout, ils ont des capteurs dans la cage, des gants et tout. C'est fou ça. Donc c'est intéressant à la fois pour le spectateur, mais aussi pour les professionnels, quoi. Ils ont des stats et tout. Lui, il a plus ça comme Arsenal, il a plus, t'as vu, il a changé sur tel combat et tout, il évolue. Mais après, je me suis dit aussi, est-ce que dans les sports de combat, on peut réagir, est-ce qu'on peut être tout aussi tacticien? Parce que méthodique moment, et tout. Quand tu prends un coup de poing, mon gars, plus de sang. Je crois que tous les points ils tombent à l'eau, je crois. C'est la fameuse phrase de Mike Tyson. Mais je sais plus, c'est lui qui l'avait sorti, mais je sais plus à qui il a été attribué, mais oui, effectivement. Jusqu'à ce que tu prends le coup. Ouais, jusqu'au premier coup dans ta tête, quoi. Et il y a quoi? Il y a un autre truc aussi, à chaque frappe, tu perds une ceinture. Tu perds une ceinture, ça m'a fait tellement rire, brésilien, c'est vrai que t'as beaucoup ça, mais ça n'empêche pas. C'est vrai. Moi, je suis d'accord. Ça n'empêche pas l'autre, quoi. Surtout maintenant, tu sais, à l'époque des nouvelles technologies et compagnie, tu peux plus te passer de ça. Enfin, même si t'es un sport qui vient de naître et compagnie, il y a des choses à mettre en place. Ça serait dommage de s'en passer dans certains cas. Et
Bon, bah, l'avenir nous le dira. Exactement. Bah, c'était un vrai plaisir, je crois. Et bah, plaisir partagé. Ouais, exactement. Merci Fred, c'était vachement cool. Plein de sujets. Ouais. Je vous souhaite beaucoup de sueur, de douleur, de cutting réussi. Partagé dans la joie et la bonne humeur. Tu vois un petit peu. Petit sadique quoi. Mais ouais, et bah. Et puis, faut s'abonner sur la cloche, c'est la même chose que je tape et tout, voilà. Voilà, faites un peu beaucoup de pub. Vues, beaucoup de vues. Ouais. Ouais. Les abonnements, faites péter tout ça. Il faut aller voir sur Tipeee, il y a un Tipeee, je vais mettre le lien. Et voilà, à très bientôt. Allez voir aussi le documentaire que je viens de sortir là sur l'Hexagone avec, j'avais suivi spécialement Romain, Mathieu aussi, Victor, l'adversaire de Romain. Et on te voit, il y a quelques images de ton combat. Voilà. Ça fait plaisir. Merci bien. On ira regarder. Vous aussi, tous. Clic, clic, clic. Voilà, à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, bye.